Tout le monde tente de se faire la France insoumise en ce moment. Oh, c'est pas rien de très nouveau, hein. Ça fait un petit bout de temps que tout le monde tente de se faire la France insoumise, mais là, à la suite de l'affaire Quentin, et cetera, qu'on va pas réexpliquer, c'est encore pire que d'habitude. Encore pire que d'habitude. Et là, on va se concentrer sur un personnage politique que vous connaissez probablement, qui s'appelle Aurore Berger. Je crois que c'est la ministre de la lutte contre les discriminations, hein, si j'ai pas de bêtises, hein. Je crois que c'est elle, hein. Qui, du coup, là, a été sur BFM. A déjà parlé de l'anti-France pour parler de la France insoumise. L'anti-France, de base, c'est un vocabulaire de l'extrême droite, pétainiste, maurassienne, tout ce que vous voulez, quoi. C'est une expression qui vient du nationalisme français des années 30. C'est en mode genre, ce sont l'anti-France, la gauche, les bolcheviks et les juifs, tout ça c'est l'anti-France, la terre ne ment pas, vive Charles Maurras. De base, c'est vraiment en mode le vocabulaire de l'extrême droite, nationaliste, antisémite, tout ce que vous voulez des années 30. C'est l'extrême droite historique française. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement marqué d'utiliser le terme anti-France. C'est pas la première fois qu'on voit des gens traiter les filles de parti de l'anti-France, etc., ou même de parti de l'étranger, hein, qui est le même genre de vocabulaire vraiment de faf français à l'ancienne. Mais là, c'est carrément Aurore Berger qui a repris ça à son compte. Aurore Berger qui est actuellement au gouvernement, hein. Voilà, c'est pas Jordan Bardella ou Bruno Retailleau. Là, Bruno Retailleau était au gouvernement aussi, quoi. Mais là, c'est Aurore Berger qui est une macroniste à proprement parler. Donc c'est pire en pire cette histoire. Et ça dunk de plus en plus fort sur la France insoumise, sachant qu'Aurore Berger, ça fait déjà un petit moment que pour tenter de survivre politiquement et médiatiquement, elle est que là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est des que super antisémites, profil. c'est des machins, c'est des bidules. Et ça commence à être vraiment, vraiment insupportable. Mais là, elle franchit encore un cap de plus, Aurore Berger, notamment en appelant à faire un cordon sanitaire contre la France insoumise. Ce qui la met exactement dans la même position que Bardella ou Bruno Retailleau, quoi. Voilà, et d'un côté, elle est en mode genre, oui, mais LFI, il faut monter l'extrême droite. Et de l'autre côté, elle est en mode, oh, l'extrême droite, il va falloir faire le barrage républicain avec nous contre LFI maintenant. C'est pas clair, tout ça n'a aucun sens, puisque la seule boussole politique, à un moment donné, c'est chier sur la gauche pour tenter d'exister. Voilà, quoi. Donc, on va regarder ça. Et si vous êtes sage, non, je pense qu'on le fera pas. Du coup, c'est sur BFM. Voilà. Donc, il y a d'autres intervenants. On va réacter à de la télé. C'est sympa aussi avec Aurore Berger et Marc Fauvel et compagnie. On va voir ce petit débat, donner un peu notre avis. On va voir un peu aussi le traitement médiatique sur BFM TV. Et après, alors, soirée spéciale BFM TV, c'était l'enfer sur Terre, hein. L'émission de Marc Fauvel, c'était OK, on reçoit Aurore Berger dans une première partie d'émission. Et après, un deuxième invité. Bon, après Aurore Berger, on va inviter la gauche. On va inviter Manuel Valls. Donc vraiment, c'était interview coup sur coup. Alors d'abord, on fera le débat politique avec Aurore Berger avant de passer à l'invité politique avec Manuel Valls. Quelle horreur. Donc on va pas tout regarder, on va regarder surtout le début, la partie Aurore Berger. Et voilà, j'ai aussi tout un tas de petits extraits sur Twitter pour compléter ça un peu, de gens qui dunkent sur la France insoumise, qui en profitent pour dire ah ouais, la France insoumise, il y a un problème, on peut plus bosser avec eux. Voilà, ils sont mis au bord de la République française, etc. Donc Manuel Valls, il l'a fait. Hier, tout ça, c'est que des trucs d'hier, hein. François Hollande et Bernard Cazeneuve, le PS, canal historique, on va dire, pareil, ils en profitent pour sauter sur la France insoumise et dire on peut pas travailler avec eux. Voilà, les sortir de l'arc républicain, entre guillemets. Et puis t'as aussi Prisca Thévenot, haute macroniste, qui parle à peu près comme Aurore Berger. Et Zemmour aussi, ça c'est intéressant, qui parle de représente le parti de l'étranger. Voilà, donc on voit que Zemmour, qui utilise une prose qui digne des fascistes des années 30 pour désigner LFI, ça lui fait un point commun avec Aurore Berger, qui dit pareil. Dans la même journée, Aurore Berger dit oui, c'est l'anti-France, j'ai pas le droit de dire ça. Pendant ce temps-là, Zemmour dit bah oui, c'est le parti de l'étranger, j'ai pas le droit de dire ça. Vous avez le droit de dire ça, mais sachez que vous parlez comme des collaborationnistes de la France de Pétain. Voilà. Donc, on va d'abord regarder Aurore Berger, puis après, on verra si on se fait les autres petits extraits, histoire de parler de ça, quoi. Mais c'est parti. Vous retrouvez 60 minutes, c'est parti. Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Ni remords, ni regrets. Il refuse toute responsabilité après la mort de Quentin Durand. François Hollande dénonce un suicide politique de Jean-Luc Mélenchon. La droite et le RN en appellent désormais à un cordon sanitaire contre lui. La France est-elle au bord d'un nouveau séisme politique? Quelles conséquences également pour les scrutins, les prochains scrutins, les municipales, la présidentielle? C'est bien sûr l'événement de 60 minutes. On en parlera aussi avec un homme qui avait théorisé il y a une dizaine d'années les... Oh non, allez, on s'en fout, les gauches irréconciliables, mes couilles, allez. La mort de Quentin Durand continue de fracturer la classe politique à 3 petites semaines des élections municipales. On est entré dans une phase de radicalisation comme on en a assez rarement. Je regarde vraiment BFM, je regarde plein d'extraits, des interviews et tout, mais tout l'habillage, les génériques des émissions en mode 60 minutes Fauvel, je vois jamais ça. C'est vrai que c'est ça le style BFM, c'est des musiques en mode genre oh waouh, des musiques qui font peur. C'est quoi ce montage? Bah c'est BFM, hein, c'est BFM. Hein. J'avais oublié qu'il était comme ça. Durand qui s'est déroulé samedi à Lyon avec plusieurs signalements faits à la justice. On a vu notamment dans la foule des saluts nazis. Cette marche aurait dû être interdite. Il ne faut pas banaliser le racisme dans ce pays. Le sujet est pris très au sérieux. Le montage. La France a peur, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein.
En tout cas, je retiens quand même que ça montre qu'il y a eu des saluts nazis. Ça passe pas même sur BFM TV, a priori. On a vu notamment dans la foule des saluts nazis. Effectivement, on a vu notamment dans la foule des saluts nazis. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui, à côté, il est vraiment en mode... Il a eu le temps de faire 2-3 Zig Heil avant que son pote fasse « Mais lève pas le bras comme ça, t'es con !» Vraiment, hein, l'extrême droite. Cette marche aurait dû être interdite. Il ne faut pas banaliser le racisme dans ce pays. Le sujet est pris très au sérieux à l'Elysée. Le chef de l'État annonce une réunion dans les prochains jours sur les groupes d'action violente. Dans la République, aucune violence n'est légitime. Dans la République, il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir. Il n'y a pas de place pour les milices d'où qu'elles viennent. Ni factieux, ni faction en République, je l'ai déjà dit. Il n'y a que la police qui peut faire des crimes racistes. Ça, on a le droit en République. Si la police tue un innocent, c'est de la violence politique autorisée. La Bravem pour rouler en moto sur des manifestants. Il n'y a pas de souci avec ça. On peut éborgner des gilets jaunes. Ça, on a le droit, mais c'est la seule violence autorisée en République. Si c'est pas moi qui décide, vous le faites pas. Ah bah oui. Voilà. LFI est un ennemi, parce que LFI est un ennemi de la France. LFI, par ses comportements, engendre du vote RN. Dans la violence, qu'elle soit défensive ou offensive, tous les coups ne sont pas permis. Tout le monde maintenant, et l'extrême droite y compris, doit dire à ces jeunes-là qui pensent que c'est comme ça qu'on fait de la politique, il faut leur dire non. Voilà donc pour les images. Wow, vous avez peur là, c'est bon? Vous avez peur? J'espère que vous avez bien fait peur, hein. Ah, le générique de l'émission, quoi. Ça vous a fait peur ou pas? Vous êtes inquiet là? Aïe, 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 hein. Vous avez les chocottes, hein. Moi j'ai les chocottes un peu. Hein. Du jour avec Raphaël Redon, Bertrand Séguier. Pour en parler ce soir, dans 60 minutes, j'accueille Amandine Atalaya. Bonsoir, éditorialiste à BFM TV. Guillaume Tabar, éditorialiste politique au Figaro. Soyez le bienvenu également. Okay. Nicolas Offenstadt, bonsoir. Vous êtes historien, chercheur à l'Institut. Lui, je crois qu'il est cool. Hein. Il a mis un peu Aurore Berger en difficulté, il me semble. J'ai vu un extrait passer. Je l'ai pas regardé, mais il me semble que lui, il est cool. Les deux autres. Histoire moderne et contemporaine. Et Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte, chargé également de la lutte contre les discriminations. Ok, c'est bien ça. J'avais chargé de la lutte contre les discriminations, mais aussi égalité entre les hommes et les femmes. Aurore Berger, c'est en train de devenir une des pires du gouvernement. Bon, après, t'as Darmanin, t'en as plein, mais vraiment, elle est détestable, quoi. Détestable. Espèce de droitard opportuniste de merde. Ah. C'est vers vous que je vais me tourner en premier, Aurore Berger, parce que parmi toutes les critiques qui ont été adressées, et elles sont assez nombreuses ces derniers jours à Jean-Luc Mélenchon, c'est peut-être vous qui avez eu les mots les plus durs. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il représente l'anti-France. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, je le maintiens, j'ai dit que c'est... Alors, citation. LFI, c'est de l'antisémitisme. LFI, c'est un parti anti-France. Et LFI, c'est un parti qui appelle, revendique ou assume une part de violence. Donc ça, c'est la citation. On pourrait rajouter « J'appelle à la dissolution de la gauche dans ce pays. L'union nationale entre fascistes et patriotes et libéraux doit se faire au nom de l'intérêt supérieur de la nation. » Voilà, citation. Hein. L'odeur de la citation. Hein. Aïe, 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 l'odeur de la citation. C'est un parti antisémite. Je peux d'autant plus facilement le dire qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui qui dit que LFI est un parti même passionnément antisémite, malheureusement. Oh, la jurisprudence, c'est que Richard Malka a fait un livre de con de merde. Oh, super. Non, mais c'est bon, passionnément antisémite. Le truc, c'est que cet élément de langage de dire c'est un parti passionnément antisémite, en vrai, il y a un peu les Richard Malka, Raphaël Enthoven, Aurore Berger, Caroline Fourès, la team franc-tireur, Printemps républicain, de cons qui répètent cet élément de langage en boucle. Mais j'ai l'impression que ça prend assez mal. Hein. Ça prend assez mal. Et oui, encore une fois, en faisant ça, elle va défendre à demi-mot un défilé où il y a du salut nazi. Mais ça, c'est pas l'anti-France et ça, c'est pas antisémite, quoi. Dit qu'on peut Et oui, en plus, exactement, anti-France, c'est historiquement ultra chargé d'un point de vue antisémite, quoi. C'est une expression qui est historiquement antisémite. Ceux qui utilisaient au XXe siècle l'expression anti-France, c'était explicitement pour désigner les Juifs. En mode, les Juifs ne sont pas un corps assimilables à la nation, c'est une espèce de cosmopolites déracinés qui détruisent les nations, etc., etc. C'est l'anti-France, voilà, en mode les judéo-bolcheviques, etc., etc., quoi. Historiquement, c'est super antisémite comme expression anti-France. Donc là, on est quand même là à dire je parle comme une nazie en traitant la gauche d'antisémite. Va te faire foutre, je n'en peux plus. Personne n'en peut plus de tout ça, de tout ce cirque et toute cette instrumentalisation de l'antisémitisme. Personne n'en peut plus, mais celle qui continue à le faire de manière la plus caricaturale, c'est peut-être Aurore Berger. Hein. Singulièrement, depuis le 7 octobre 2023. Et surtout l'effet qu'il y a sur l'antisémitisme, je finis juste là-dessus, je coupe toutes les 2 secondes, pardon.
c'est que normalement, en plus de 2 ans de weaponisation, donc comment on dit, d'instrumentalisation de l'antisémitisme, à utiliser ça comme un espèce de mot juste pour aller taper sur son adversaire au mépris de toute lutte contre l'antisémitisme réel, ça a totalement vidé le mot de sa substance. Ça a vidé le mot de sa substance. Ils ont pris ce mot, ils en ont fait n'importe quoi. Maintenant, c'est un mot de merde. Ils en ont fait un mot de merde. Tu parles d'antisémitisme, tu peux même plus utiliser ce mot-là pour parler d'antisémitisme à proprement parler, parce que ça a été tellement instrumentalisé dans tous les sens. Ils ont vidé un mot de sa substance. Et quand le mot qu'ils ont vidé de sa substance, c'est un mot comme antisémitisme, bah comment tu fais de la lutte contre l'antisémitisme en ayant vidé le mot en question de sa substance? On en revient à ce qu'on dit depuis des mois et des années. Cette instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques et au mépris de la lutte réelle contre l'antisémitisme, tout ça ne fait que, in fine, créer de l'antisémitisme. Et vraiment, Aurore Bergé, elle personnifie ça parfaitement. Il dit que LFI est un parti même passionnément antisémite, Oui, oui. malheureusement. Qui dit qu'on peut le dire en tout cas Singulièrement sans être condamné. depuis le 7 octobre 2023 et les attentats commis en Israël. Anti-France, parce que oui, je pense que la manière avec laquelle il parle de notre pays, il brutalise le débat public, il conflictualise tout, fait partie de la manière avec laquelle justement ils sont à l'inverse et à rebours des valeurs démocratiques et républicaines et des valeurs françaises. Oui. Ah, attends, les valeurs républicaines, c'est précisément s'embrouiller, se gueuler dessus à l'Assemblée nationale. Non mais c'est né comment la République en France? Le clivage gauche-droite, c'était littéralement des gens qui n'étaient pas d'accord au Palais Bourbon. Il y en a qui se sont mis à gauche, il y en a qui se sont mis à droite, et après ils ont fait que s'embrouiller ultra vénère pendant des années. Qu'est-ce que ça aboutisse à la République de 1793 là? Et puis après, bon, il y a toute l'histoire du 19e siècle, etc. quoi. Mais de dire la conflictualité politique, c'est à rebours de nos valeurs et nos principes républicains, c'est genre, il y a rien de plus faux. Il y a rien de plus faux, genre. Encore une fois, antisémitisme, c'est un mot qu'ils ont vidé de leur substance. C'est pas le seul. Hein. Ils ont aussi vidé le mot laïcité de leur substance et vidé le mot république de leur substance. Alors quand on est des communistes, etc., machin bidule, je veux dire, les grands principes républicains et la République, l'idéal républicain, c'est pas forcément le truc le plus central dans le positionnement politique de beaucoup à gauche et à l'extrême gauche et à la gauche radicale. Je dis ça, je parle de vous dans le chat. Il y en a plein, vous n'êtes pas spécialement des républicains. Hein. C'est pas dire que vous êtes anti-républicains, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais de base, quand même, l'idéal républicain, pour moi, en tout cas, ça, c'est pas un truc qui veut rien dire, quoi. Et du coup, bah, ils ne font que salir cet idéal républicain. Et quand je dis l'idéal républicain, je parle pas de la 5e République. Hein. Voilà. Mais bon, comme je dis souvent, hein, dans URSS, il y avait Union des républiques socialistes. Donc on peut être très bien communiste révolutionnaire tout en étant républicain en réalité. Aussi qui sont les nôtres, et je maintiens aussi que c'est un parti violent, et d'ailleurs il continue à appeler à cette brutalisation du débat. Vous savez, dans les meetings, Jean-Luc Mélenchon, il a souvent cette phrase, ça finira entre eux et nous. Et ben, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans la rue, et c'est ce qui s'est passé avec le drame qui a coûté la vie à un jeune homme de 23 ans. Et dire ça finira entre eux et nous, c'est pas la brutalisation de la conflictualité politique, mais c'est pas ça. C'est juste en mode un constat politique extrêmement pertinent, si vous voulez mon avis, de dire qu'il y a des espèces de grandes forces politiques de fond, une espèce de vague de fond avec des grandes forces politiques historiques qui s'affrontent, et à un moment donné, l'extrême centre, comme on l'appelle souvent, les Aurore Bergé, les Macron, etc., qui sont aussi une négation de la politique d'une certaine manière. Et c'est un peu, quand on parle d'extrême centre, c'est ça qui caractérise l'extrême centre. En mode, ils sont pas là pour faire de la politique, ils sont en mode, laissez-nous gérer le capitalisme français et l'État. Et c'est nous qui avons raison, vous y connaissez rien, vous êtes tous des bouffons extrémistes. Et c'est un peu comme si faire de la politique au sens propre, vouloir faire autre chose que ce que eux proposent, vouloir pas essayer de s'organiser pour transformer la société par les élections ou ailleurs, ce qui est faire de la politique au sens propre. Pour eux, c'est pas ça la politique. Pour eux, ça, c'est de l'extrémisme, c'est de la merde. Ce qu'il faut, c'est ne pas faire de politique. C'est juste appliquer le petit prêchi-prêcha, la petite doxa néolibérale. Et voilà. Et tous les autres se trompent. Tous les autres sont des bouffons qui n'y connaissent rien. Vraiment, la position macroniste, extrême centriste, vous appelez ça comme vous voulez, à un moment donné, c'est la négation même du politique. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit à la fin, ça sera eux contre nous? C'est qu'il y a des grandes forces politiques et historiques qui traversent la France actuellement, avec d'un côté l'extrême droite, la droite nationaliste, la panique réactionnaire, le camp du RN, etc., ce fameux bloc d'extrême droite, et de l'autre côté, le camp de la gauche, quoi. Et que cette espèce de truc de communiste versus fasciste, qui a quand même structuré politiquement tout le XXe siècle, tout ça n'est pas terminé. Et dans les grands moments de crise, comme on est en train de traverser depuis longtemps et on n'est pas loin, on n'est pas prêt d'avoir fini de la traverser, et à un moment donné, ces deux grandes forces politiques, elles vont un peu écraser tout le reste. Mais pas parce que Jean-Luc Mélenchon, il a dit ci ou il a dit ça. Pas parce que Bardella, il a dit ci ou il a dit ça. C'est parce qu'à un moment donné, c'est un constat politique qui s'appuie sur l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle en Europe et en Occident pour dire que ces deux grandes forces qui s'affrontent, elles vont s'affronter.
Voilà. Et où à un moment dire non, les extrêmes se rejoignent, c'est nier comment la politique fonctionne. C'est nier les lames de fond qui emportent la société avec elle, quoi. Et ça, c'est ni du fait de Jean-Luc Mélenchon, ni du fait de Jordan Bardella, ni du fait de rien du tout. À un moment donné, c'est que c'est aussi une vision de l'histoire, une vision de la politique, que moi je partage avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit à la fin, ça sera eux contre nous. Voilà. Mais pour Aurore Berger, c'est en mode, ben voilà, ils veulent faire monter l'extrême droite pour se poser en duel face à eux, gna gna gna. Non, c'est pas ça qui se passe. À un moment donné, c'est politique tout ça, là. Voilà. Merci Interdiplo. Merci beaucoup pour le sub offert et merci Raoul Duke pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Par rapport à ceux de la France Insoumise qui m'interpellent sur ce sujet, il suffit qu'ils rembobinent leurs archives. Il y a 2 ans, Mathilde Panot, elle utilisait exactement ce terme-là sur votre plateau à l'encontre du Rassemblement national. Donc, soit ils considèrent qu'en fait, on n'a pas le droit d'utiliser cette expression, ou alors ils considèrent surtout que je n'ai pas le droit de l'utiliser et que eux sont les seuls à avoir le droit de dire et à faire la police de la pensée, ce qui est souvent le cas avec la France Insoumise. Nicolas. Quand est-ce qu'elle a dit ça, Mathilde Panot? Elle a utilisé le terme anti-France comme ça, on n'en a pas parlé. Peut-être que c'était dans un truc rhétorique, elle a dit oui, on se fait traiter d'anti-France, mais en réalité, qui va à l'encontre des intérêts de la France? L'expression l'anti-France. Il y a une différence entre même dire anti-France comme un adjectif qualificatif et dire l'anti-France, c'est pas chargé de la même manière. Mais non, je ne me sens pas que Mathilde Panot dit c'est l'anti-France, etc. Ou alors c'est dans un processus rhétorique de retournement de stigmate, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle n'a pas sorti comme ça sur une chaîne d'extrême droite, parce qu'à la base, c'est sur CNews qu'elle a dit c'est l'anti-France. Rappel, elle a dit ça sur CNews. Donc du coup, Mathilde Panot aurait fait la même chose et c'est passé inaperçu. Ah oui, c'est vrai que quand Mathilde Panot dit des dingueries à la télévision, ça passe inaperçu généralement. Les médias ne s'emparent jamais de la moindre petite phrase de travers de la France Insoumise. Je pense que si Mathilde Panot avait sorti un vocabulaire pétainiste comme l'anti-France, je pense que les médias dominants se s'en seraient emparés quand même, a priori. Offenstadt, le regard de l'historien sur l'emploi de ce terme qui est un tout petit peu connoté anti-France. Oui, j'avoue que j'étais étonné, moi, qu'un ministre de la République emploie ce terme parce qu'il est très connoté historiquement. C'est pas un terme général qu'on pourrait utiliser. À quoi il renvoie fondamentalement? Tous les historiens le savent, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études. Il renvoie à l'extrême droite de l'entre-deux-guerres dans ses aspects les plus violents. Qu'est-ce qu'utilisait ce terme anti-France? C'était l'Action française et son leader Charles Maurras. Voilà. Et qu'est-ce qu'il désignait par l'anti-France? C'est ce qu'il appelait les États confédérés, c'est-à-dire les ennemis de la France. Et qui il considère les ennemis de la France, c'était les ennemis de l'extérieur et les ennemis de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, c'était les Juifs. Voilà. Les Juifs, les métèques, les protestants et les francs-maçons. Donc l'anti-France... c'était très situé historiquement, ça renvoie à l'entre-deux-guerres, ça renvoie au racisme de l'extrême droite et ça renvoie à cette dénonciation des métèques, des juifs, des francs-maçons et des protestants. La référence, vous l'avez évidemment. Donc j'imagine mal qu'un ministre de la République ne puisse pas savoir que ça renvoie avant tout à ce vocabulaire-là. C'est très connoté et ça a été utilisé sans cesse par l'extrême, non pas seulement par Maurras mais par d'autres. Il y avait des cahiers de l'anti-France qui dénonçaient justement, qui étaient tout empreints de racisme et d'antisémitisme. Donc je pense qu'en termes de vocabulaire, c'est tout de même étonnant. Je crois que c'est un vocabulaire. Oui, dis bien, effectivement. Attends, du coup, salut Ribot, Mathilde Panot a bien parlé de l'anti-France face à Marion Maréchal Le Pen. Ouais, mais j'imagine que c'est Marion Maréchal avait traité LFI de l'anti-France et c'était dans un truc de retournement de stigmate et dans un processus rhétorique. Je dis pas qu'elle l'a pas dit, mais elle est pas arrivée sur une chaîne extrême droite, d'un coup elle arrive en mode genre c'est l'anti-France ces gens-là. Voilà. Peut-être qu'elle aurait pas dû le faire après par ailleurs, je sais pas, je me souviens pas. Ce parti politique et ce qu'est devenu ce parti. C'est marrant parce que Jean-Luc est franc-mac, c'est pour ça qu'elle le dit, rien à voir avec l'antisémitisme. Non, ça c'est de l'antimaçonnisme. Mais après, ça j'en ai déjà parlé, dans les années 30, l'extrême droite, les juifs, les francs-maçons, tout ça, c'était la même chose pour eux. Tout ça c'était des gens qui voulaient détruire la glorieuse nation française, l'éternelle France blanche et chrétienne. Voilà, de nos bons paysans du pays réel, enracinés. Et par rapport à ça, t'as ces républicains dégénérés, cosmopolites, les francs-maçons et les juifs, hop là, tous ceux dans le même panier, quoi. Voilà, l'antimaçonnisme, c'est très antisémitisme friendly, de fou. Et quand on parle de l'extrême droite, là, dont on parle, de Charles Maurras et compagnie, c'était vraiment ça. Ils parlaient de complots judéo-maçonniques, etc., quoi. Parce que tout cela, c'était des gens qui étaient contre les intérêts supérieurs de la nation française. Et la nation française, c'est pas la République, c'est la nation française. Et en plus, ces gens-là, les francs-maçons, historiquement, ils sont très, très républicains. Et quand on regarde l'histoire des juifs en France au 19e siècle, il y a énormément de juifs français qui étaient vraiment à fond sur la République aussi. Parce que justement, le fameux universalisme républicain et la laïcité, etc., permettait à des juifs français d'être présents dans les institutions républicaines. Et le fait d'être juif, ça les empêchait pas d'accéder à des fonctions, etc., etc. Et c'est un petit peu le paradoxe de la condition, on va dire, des juifs en France au 19e siècle. Et l'affaire Dreyfus, ça a été le point de focalisation de tout ça. C'est que d'un côté, il y avait un antisémitisme rampant et absolument dégueulasse. Et de l'autre côté, le modèle républicain, universaliste français, etc., etc., permettait à des juifs de s'intégrer aux institutions républicaines. Voilà. Ce qui
fait qu'il y avait c'était à la fois un pays très antisémite quand tu regardes comment les intellectuels de droite parlaient des juifs, etc. Et le nationalisme français. Et à côté, la République était une occasion pour les juifs français à un moment donné où ils étaient mis au banc de la société dans beaucoup de pays d'Europe, de ne pas être mis au banc de la société, d'être intégrés dans les institutions républicaines. Et ce paradoxe-là, un peu, a fini par éclater au moment de l'affaire Dreyfus, où au final, du coup, un général, non c'est pas un général, mais bon, un haut dignitaire de l'armée française juif s'est retrouvé victime d'une cabale antisémite, alors que justement, l'universalisme républicain de la France lui permettait d'être à cette position. Donc c'est le moment où ça a commencé un peu à craquer, et l'extrême droite moderne, le nationalisme français tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né à peu près à cette époque-là d'ailleurs. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc voilà pourquoi l'utilisation anti-France est extrêmement connotée. Oui, il était capitaine Dreyfus, il n'était pas général, pardon, le capitaine. Tout à fait. En bref, voilà. Politique, c'est un parti qui est antisémite, c'est un parti qui prône la violence, c'est un parti de haine à l'encontre de notre pays, à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre des fondamentaux qui sont les nôtres. Et même après le drame qui s'est produit, même après le décès de Quentin, il n'y a toujours pas de remords, de repentance, de remise en question. Parce que de repentance ? Je trouve pas ça très laïque de parler de repentance. De repentance. Ok, fallait aller se confesser. Vous avez été vous confesser, vous ? France insoumise, en fait, c'est une secte. On entre dans la France insoumise comme on entre dans une... Il va falloir se calmer un peu, madame. La France insoumise, c'est une secte. Il y a plein de gens qui sont victimes de dérives sectaires, qui se retrouvent à se faire piquer tout leur argent par un gourou mal intentionné au sein d'une secte. C'est un sujet sérieux, hein, les sectes. L'emprise sectaire, etc. Par respect pour les gens qui ont été victimes de sectes, dire « La France insoumise, c'est une secte !» C'est un peu irrespectueux, madame. Alors que LO existe. La blague est légitime. La blague fonctionne. Mais en vrai, LO, c'est pas une secte. Tu peux pas dire que LO, c'est une secte. C'est pas vrai. Quand tu regardes vraiment ce que c'est que les logiques sectaires, on peut pas dire que LO est une secte. Ou alors pareil, la franc-maçonnerie, c'est une secte. Non, en vrai, c'est pas une secte. Ni la franc-maçonnerie, ni lutte ouvrière, et certainement pas la France insoumise. Voilà. Une secte. Ça a été le même sujet lorsqu'Adrien Quatennens a été condamné pour des faits de violence conjugale où ils n'ont pas été capables de l'exclure, Bon, ça aurait pu être mieux géré l'affaire Quatennens, mais voilà, en vérité, il a été exclu, quoi. Ça va ? On en parle au sein de la Macronie, les casseroles de certains à la Macronie, quoi. Allô, Darmanin, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice actuel, a eu un non-lieu, certes, dans son affaire de chantage sexuel et de VSS, certes, mais quand tu te bats sur les éléments du dossier, Madame la ministre contre les discriminations et en charge de l'égalité homme-femme, normalement devrait être un petit peu émue, à minima, des éléments qu'il y a dans le dossier Darmanin, quoi. Parce que sur la base de ce que la justice a analysé, même si elle s'est prononcée en l'affaire d'un non-lieu, faute de... parce que l'affaire était trop vieille, etc., quand tu regardes les éléments du dossier de Darmanin, même s'il n'y a pas eu de condamnation, ça a dénoncé, point. Donc elle s'en bat les couilles, voilà. Elle est en mode, et Quatennens, regardez comment ils ont géré l'affaire Quatennens, oui, bah regardez comment vous avez géré l'affaire Damien Abad, voilà. Comment vous avez géré l'affaire Darmanin, comment vous avez géré vos propres affaires, quoi. Mais c'est vraiment ça, c'est instrumentaliser l'antisémitisme, instrumentaliser la lutte contre les violences faites aux femmes, toujours dans le même but, chier sur LFI, parce que c'est leur seule manière de procéder, de continuer à vivre médiatiquement et politiquement. Et en fait, une meuf comme Aurore Berger, qui est dans une Macronie en état de décomposition avancée, et bah pourquoi elle est de pire en pire dans la diabolisation et l'instrumentalisation envers LFI ? Parce que c'est aussi sa seule manière d'exister. Mais quand la Macronie va faire un gros prout et va s'effondrer sur elle-même en 2027, déjà Aurore Berger, elle aura plus rien à dire. Elle va commencer à perdre toute pertinence, on la verra plus dans les médias, je pense. Et ça sera quoi son bilan ? Ça doit d'avoir remué la merde dans ce pays et, in fine, dérouler le tapis rouge à l'extrême droite, quoi. Bah bravo, madame. Exclure définitivement, et même où à l'Assemblée nationale, ils l'ont ovationné au moment où il est revenu parce que le fils revenait à la maison. Donc c'est ça, la France insoumise. C'est un caractère sectaire, et en tout cas qui fait du mal à notre pays et qui sert de marchepied électoral de manière évidente et totalement décomplexée à l'extrême droite. Jean-Luc, pourquoi ? J'aimerais bien qu'ils expliquent pourquoi ils servent de marchepied électoral à l'extrême droite, quoi. Attends. Qui est au pouvoir depuis 2017 ? Macron. On a quand même un petit peu vu que l'extrême droite, ces derniers temps, elle augmente de manière très très forte. Non ? Vous savez quoi ? Hot take. Un avis brûlant. Alors certes, Macron a déroulé le tapis rouge à l'extrême droite et n'a rien fait pour endiguer la montée de l'extrême droite. Vous savez quoi ? C'est mon avis brûlant. Je pense que c'est même pas tant la faute de Macron. Macron aurait pu faire mieux pour tenter d'endiguer la montée de l'extrême droite, mais l'extrême droite monte partout en Occident, en Europe, aussi aux États-Unis, et aussi même au Japon. Là, je crois les dernières élections, il y a eu une percée de l'extrême droite, même si le Japon, bon, c'est déjà d'extrême droite depuis longtemps en réalité. C'est une histoire très différente. Je veux dire, ça monte dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays d'Occident, l'extrême droite.
Ça monte dans tous les pays. L'AfD monte en Allemagne. Là, on a vu, il y a une percée d'extrême droite aux dernières élections présidentielles au Portugal. Vox en Espagne. Aux Pays-Bas, le Frans Belang qui fait des percées de fou. En Pologne avec le PIS. Viktor Orban. Partout. Au Royaume-Uni, pareil. Partout, il y a l'extrême droite qui monte. Donc, Macron, il aurait pu faire beaucoup mieux pour tenter d'endiguer cette montée. Et du coup, il a une responsabilité dans cette montée de l'extrême droite. Je veux dire, en tous les cas, l'extrême droite monte, quoi. Et c'est en mode genre, donc en France, singulièrement, ça serait la faute de LFI si l'extrême droite monte pareil. Ok, pourquoi l'extrême droite monte dans tous les pays européens et aux États-Unis alors? Les États-Unis, c'est même pas, c'est déjà le fascisme au pouvoir. C'est Vlaams Belang, pardon. Excuse-moi. Vlaams Belang. Bon, je comprends rien à cette langue. Ah non, Vlaams Belang, c'est en Belgique, pardon. Excusez-moi, c'est en Belgique, j'ai confondu. Bon, bref, en tout cas, dans tous les pays d'Europe, l'extrême droite monte, quoi. Donc c'est à cause de LFI partout, voilà. Trump, c'est à cause de LFI. Enfin bon, il aurait pu éviter d'encourager l'extrême droite. Alors tout à fait, il a rien fait pour endiguer la montée du fascisme. Je veux dire, même si Macron avait été un tout petit peu plus antifasciste que ça, dans tous les cas, l'extrême droite serait montée quand même. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est partout en Europe. C'est pas uniquement une situation française. Déjà, se placer dans le contexte européen, ça permet de comprendre que c'est certainement pas LFI qui fait monter l'extrême droite et que Macron a sa part de responsabilité, mais même avec un autre président, ça serait probablement monté aussi. Mais encore une fois que j'ai dit ça, Macron participe quand même à cette montée-là. Il ne fait rien pour l'endiguer et au contraire, quand même, il a dissous l'Assemblée nationale sur demande de Jordan Bardella pour tenter de se positionner comme le dernier rempart face à l'extrême droite, quitte à risquer une cohabitation avec le Rassemblement national. Enfin, je veux dire, quand il fait ça, il déroule le tapis rouge à l'extrême droite, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il l'avait pas fait, il y aurait probablement quand même une montée de l'extrême droite. C'est dire à quel point cette montée de l'extrême droite, c'est une lame de fond, quoi. C'est une lame de fond. Et en tout cas, tout ça pour dire que c'est certainement pas la faute à LFI. Et les filles qui sont ceux qui, dans la politique institutionnelle, s'opposent le plus farouchement à RN, ça serait de leur faute parce qu'ils parlent un peu fort. Non mais c'est bon, allez, ça va. Oui, je les combats. S'est exprimé il y a quelques minutes. Je propose de découvrir un des extraits de son allocution et vous allez sans doute réagir à ce qu'il dit dans un instant. C'est un moment politique caractérisé par le retour des pétainistes. Eux, leur vocabulaire, leurs admirations qui reviennent sur le devant de la scène et on a pu le voir au cours de la... Attends, je finis juste parce que c'est vrai que j'ai fait ma petite hot take un peu pour la blague sur les bords, quoi. Le streamer a dit Macron fait ce qu'il peut contre l'extrême droite, ça est gentil avec lui. Mais non, justement, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que même sans Macron, l'extrême droite monterait probablement aussi. Voilà. Mais Macron a évidemment sa part de responsabilité. Et quand tu vois les macronistes, comment ils se comportent depuis le début, ils ont bel et bien déroulé le tapis rouge à l'extrême droite. Ils ont leur part de responsabilité dans cette montée. Mais je veux dire que même s'il avait moins fait, je pense que l'extrême droite serait quand même montée. Tout ça pour dire que imputer cette montée à LFI, c'est complètement con. C'est ça ma conclusion. Voilà. Mais vous avez compris, vous essayez de chercher la petite bête. Voilà. Merci Yo Libertidad pour ton 4e mois. Merci beaucoup. La manifestation néo-nazie qui s'est tenue ce samedi à Lyon et qui a été autorisée par les autorités d'un homme qui est chef de l'État et qui lui-même trouvait admirable Philippe Pétain ou Maurras. Alors là, c'est Pétain, on avait Maurras il y a 2 minutes. Il a plus ou moins rendu hommage à Pétain quand même, Macron. Hein. Et oui. Maurras, j'ai plus le truc en tête, mais je veux bien le croire. On est où, Guillaume Tabar? On est dans quelles années en ce moment? Ce qui est hallucinant en ce moment, c'est que d'un côté, on vient chercher querelle à une ministre qui ose parler d'anti-France, en cherchant des références historiques, etc. Et que là, on a un Jacques Mélenchon qui nous balance Pétain, les néo-nazis. Genre, néo-nazis, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que il y avait des néo-nazis dans cette marche. C'était une marche qui était en partie faite avec des groupuscules ouvertement néo-nazis. Oh, c'est pas rien quand même de parler de néo-nazis. Ben oui, mais les mots sont pas utilisés au hasard. Donc oui, éditorialiste politique au Figaro, hein. Bon voilà, évidemment qu'il va être pourri. On peut penser ce qu'on veut du profil des personnes qui ont manifesté dimanche à Lyon, mais parler de néo-nazis, ça n'a pas de sens. Quand on a parlé... Bah si, monsieur le journaliste, allez où ta déontologie journalistique? Il y avait littéralement des néo-nazis. Non, attends, il dit ça comme s'il y avait que Jean-Luc Mélenchon et LFI qui avaient utilisé le terme néo-nazi. Comme s'il y avait que ça. Et c'est pas vrai. Il y a même des débunkages. Attends, est-ce que je l'ai? Non, faut que j'aille le trouver dans mes signets. J'ai gardé un petit extrait de côté où LCI parle de néo-nazi. LCI. Voilà, regardez. Ah, vraiment, c'est que la France insoumise qui parle de ça. Hein. C'est que la France insoumise qui utilise le terme néo-nazi. Hein. C'est pas du tout objectif. Que selon la gauche et notamment la France insoumise, cette marche a rassemblé et affiché des signes néo-nazis. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'était tout à l'heure. Oui. Qu'en est-il exactement, Elisabeth? Qu'en est-il? D'abord, sur les saluts nazis évoqués depuis hier. Eh bien, les images montrent bien qu'au moins une personne a effectué ces gestes. La scène se passe à la fin du rassemblement. Le cortège, vous le voyez, est à l'arrêt. On entend les manifestants crier le nom de Quentin en hommage au jeune homme. Et on distingue cet homme, ici de dos, habillé en noir, effectuer ce geste. Une fois, deux fois,
puis 3 fois. Aucun doute possible sur le caractère. Il s'agit bien d'un salut nazi. Ok. Vous avez pas honte de dire ça? Monsieur le journaliste de LCI, vous avez pas honte quand même? Non mais, qualifier de néo-nazis et de nazis ces gens-là? Vous faites le jeu de Jean-Luc Mélenchon et de l'anti-France? Non? Pénal, il faut le rappeler, qui peut être puni d'une amende de 1 500 €. Il envoie son cœur à la foule. Une enquête judiciaire a d'ailleurs été ouverte par le parquet de Lyon. Deuxième question, Quentin. A-t-on entendu Salut Septer, comment ça va? Personnes tenir des propos racistes pendant ce rassemblement? Entre LCI et LFI, il n'y a qu'une lettre. La chaîne insoumise, LCI. La chaîne insoumise. Vous savez que des gens d'extrême droite pensent ça premier degré. Il y a des gens d'extrême droite qui sont en mode c'est gauchiste de BFM TV. Dès que t'es pas littéralement en train de répéter la propagande d'extrême droite, il y a des gens d'extrême droite qui sont en mode vous êtes des gauchistes. Moi je vois littéralement sur Twitter des gens dire c'est gauchiste de BFM. Voilà. LCI égale les communistes insoumis. Non mais la chaîne insoumise même, vraiment c'est ça. Hein. Là je vous jure qu'il y a des gens d'extrême droite qui voient ça, ils se disent la chaîne insoumise, regardez la propagande gauchiste. Et encore c'est pas le service public mais même. Hein. Non. Oui. Il y a que CNews où ils sont en mode c'est pas des gauchistes, tous les autres c'est des gauchistes. Également d'après les images, écoutez et regardez cette autre séquence captée quelques minutes plus tôt. On parlait de racistes et de néo-nazis, bon bref, vous avez compris, mais je veux dire, même dans le débunkage de LCI, bah ouais, voilà, il y avait Yvan Benedetti qui était à la manifestation, ancien président de l'œuvre française, organisation pétainiste dissoute, condamné pour négationnisme ou provocation à la haine envers les juifs, exclu du Front National en 2011. Bon, ça va, on peut commencer à parler de ça? On peut commencer à utiliser le mot néo-nazi. Ah, il y avait Marc de Cacré-Valmeunier aussi, bah oui, ex-dirigeant des Zouaves Paris, groupuscule néo-nazi dissous, condamné pour violence. Bon, lui, c'est un néo-nazi. Même LCI le dit. Il y avait Raphaël Emma aussi, porte-parole du groupuscule néo-fasciste Ténésoun, ancien collaborateur du député RN Philippe Schreck. Lui, c'était un néo-fasciste, c'était pas un néo-nazi. Benedetti, c'est le boss final du nazisme en France. Un peu. Hein. Le boss final, c'est Boris Lelay en réalité, mais peu de gens le connaissent. J'aimerais bien faire un petit format, en feat peut-être, avec quelqu'un, je sais pas qui on pourrait le faire, qui se connaît en extrême droite. Genre top 30 des plus gros nazis de France. En vrai, ça serait marrant un peu. Enfin, le but, ça serait de faire un truc un peu marrant. Limite, on reprend l'habillage un peu top 30 M6, vous voyez, genre un peu en mode les 30 meilleurs morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on fait un top 30 des plus gros fachos de France. Et en fait, le but, c'est de avoir un côté un peu rigolo, quoi, où on fait un classement, etc. Limite avec 6 vidéos de 5 personnes à chaque fois, on monte le classement. Une tier list, non, là, ça serait vraiment faire un classement. Un classement en mode top 30. Vous voyez? Et donc l'idée, ça serait, en parlant de tous les profils, voir un peu les 50 nuances d'extrême droite qu'on peut exister en allant toujours de plus en plus proche du nazisme chimiquement pur, quoi. Voilà, avec un petit côté dans l'habillage un peu top 30 M6 musique. Ça pourrait être un peu marrant. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pourrait être intéressant pour après, voilà, aussi faire une espèce de cartographie un peu ludique de ça. Mathieu Borgalassi serait parfait pour ce contenu? Bah ouais, en vrai. Faudrait que j'envoie un message. Est-ce qu'il serait chaud pour faire ça? Ça pourrait être bien, ouais. Ça pourrait être vraiment bien. Et l'idée, ça serait de faire un truc un peu fun, entre guillemets, dans le format, en faisant un peu top 30 M6 musique, tout en étant sérieux et de dire, bah voilà, c'est telle mouvance d'extrême droite, ça correspond ci et ça, et voilà, quoi. C'est un politiscale. Non, l'idée, ça ferait un top 30. Ça marcherait mieux, je pense. Voilà. Bref. Je pense que ça pourrait être bien. Et du coup, Benedetti, ouais, il serait haut dans le classement, mais il serait pas premier. Hein. Il serait pas premier. Pour moi, le premier, c'est Boris Lelay. Je ne vois pas de personne plus nazie que ça en France, mais bref. Si vous connaissez pas Boris Lelay, faites vos propres recherches. Mais le mec est quasiment plus nazi que Adolf Hitler, hein, c'est grave. Bref. Organisé. Donc oui, voilà, tout ça pour dire que même le débunkage de LCI, la chaîne insoumise, donne raison. Hein. Donne raison à LFI, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi. Donc c'est pour ça, lui, il est en mode genre, mais vous avez pas honte de parler de néo-nazis, les mots sont forts. Les mots ne sont pas utilisés au hasard. Voilà, les mots ne sont pas utilisés au hasard. Serge Ayoub, mais ouais, voilà, par exemple, ça serait l'occasion de mettre Serge Ayoub dans le classement, parce qu'il représente un truc précis, les liens avec les milieux hooligans, vraiment les skinheads néo-nazis des années 80, etc. Ça serait l'occasion un peu de faire une cartographie de tous les différents types de faf, avec ce côté top 30 crescendo, un peu ludique, quoi. Je pense que, je sais pas, ça serait marrant de faire ça. J'y pense. Bref, allez, on reprend le React. Pétain, il fait allusion simplement au fait que Martine Vassal, dans une bourde magistrale, ait eu le malheur de parler du mérite et d'enchaîner sur le travail, la famille et la patrie. C'est une bourde énorme. De là à dire que... Non mais attends, la bourde énorme. On en a déjà parlé de cet extrait. Hein. Candidate LR à la mairie de Marseille. La bourde énorme, ça aurait été de dire ça et de dire ah non, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi. Elle a pas dit ça, elle a dit bah oui. Bah c'est le truc de Pétain, mais c'est aussi les miens. C'est aussi mes valeurs. C'est comme ça qu'elle s'est justifiée. Parce qu'elle aurait fait oh là la bourde. Oh là la bourde. Oh non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est à la limite, ça aurait été déjà révélateur d'un truc. Mais là même pas. Elle était en mode genre non. Oui, à côté de ça, camper à Tel Aviv,
C'est du nazisme, quoi, genre. Oh, aïe, 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 aïe. J'en peux plus, hein. J'en peux plus de ce cirque. Martine Vassal participe J'en peux plus de ce cirque-là. C'est quoi ce cirque-là? elle-même d'un complot pétainiste et néo-nazi. Ça n'a C'est le tout cirque, simplement là. pas de Oh, sens. mais où, là? Mais cette tonalité Qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? On l'a dit depuis le début, c'est-à-dire que depuis une semaine, son parti est mis en cause. Bon, il y a quelques raisons qu'il soit mis en cause, puisqu'un garçon a été lynché et tué par un certain nombre de personnes appartenant à un mouvement, la Jeune Garde, dont Jean-Luc Mélenchon lui-même revendique avec fierté être proche. Bon. Oui, mais il revendique pas la mort de Quentin. Il est en mode jamais, il aurait dû se passer comme ça. Il dit c'est un drame. On n'a pas tué quelqu'un dans la rue comme as. On n'est pas pour ces méthodes. Et encore une fois, il y a une enquête qui va être faite. On verra qui est mis en cause. Mais est-ce qu'on remet en cause l'intégralité de la Jeune Garde? Est-ce qu'on remet en cause l'intégralité de l'antifascisme? Est-ce qu'on remet en cause l'intégralité de la gauche dans ce pays? Bah non. Bah non, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que messieurs les éditorialistes du Figaro nous demandent d'arrêter d'être de gauche suite à cette affaire. Ça va, ça va. Et avec des collaborateurs, des assistants parlementaires. Merci Sodom, merci Sodom Jimmy pour les 300 bits. Merci beaucoup. Parfois je ferme les yeux et je me rappelle que le DC Wiki est done. Je sais pas ce que c'est. C'est la plus grosse ressource de fichage de FAF créée par des FAF. Et je pleure. Ah, genre le wiki de la dissidence, ça existait ça? Bon, je connaissais pas. Qu'est-ce qu'il aurait dit lui-même si un collaborateur parlementaire d'un député RN avait été chopé dans un acte d'une telle violence? Donc, ce qui est frappant, c'est que d'un côté, on est très sourcilleux sur la moindre référence historique pour les ou des supposées connotations que l'on veut à tout prix mettre en valeur, et d'un autre côté, qu'on laisse employer des mots de connotation historique qui sont... Et d'ailleurs, même je vais vous donner la parole dans un instant, Nick Follin. Oui, bon, je trouve que pour un éditorialiste politique du Figaro, il bafouille un peu. Il va dire, j'aurais fait ci et ça, donc tu peux pas juste dénoncer du fait qu'utiliser le terme l'anti-France est tellement connoté extrême droite maurassienne des années 30 que t'as pas à dire ça. Justement, il parle de la violence politique, de l'apaisement du débat. C'est ceux qui parlent de la brutalisation de la vie politique H24. Est-ce que utiliser un terme utilisé par Charles Maurras, l'Action française et les nationalistes français collaborationnistes des années 30, ça participe pas à une forme de brutalisation de la vie politique, ça pour le coup? Pas pour messieurs du Figaro. Et vous savez pourquoi? Parce que messieurs du Figaro, bah c'est un peu des nazis sur les bords aussi parfois, mais pas au sens propre. Voilà. Mais ils appartiennent à cette famille politique. Hein. Rappelle que dans l'extrême droite, il y a droite. Voilà. Parce que je vois que vous avez envie de l'apprendre. Je voudrais entendre Amandine Atalaya simplement. On entend cette référence aux années 30 ou aux années Pétain. On entend aussi ce que réclament désormais Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez chez les Républicains et Jordan Bardella pour le RN, c'est-à-dire la mise en place d'un cordon sanitaire. Chaque mot est important aussi. Il y avait le Front républicain contre le FN ou le RN et aujourd'hui le cordon sanitaire. Non, le cordon sanitaire, c'est un terme médiatique utilisé pour l'extrême droite à la base. C'est pas en mode alors la version de gauche c'est le Front républicain, la version de droite c'est le cordon sanitaire. C'est pas ça. C'est pas ça. Le cordon sanitaire c'est médiatiquement. Ça veut dire que en France pendant des années, des décennies, il y avait ce qu'on appelle le cordon sanitaire. C'était en mode on n'invite pas l'extrême droite dans les médias. Ils n'ont pas droit au chapitre car ces gens sont hors de l'arc républicain. Voilà. Parce que c'est comme ça que s'est reconstruit aussi la France à un moment donné. Peut-être c'était un peu un mensonge. Peut-être qu'il y a toujours eu des nazis, il y a toujours eu une extrême droite, il y a toujours eu des gros raslards en France. L'extrême droite n'est pas disparue comme par magie. Mais à un moment donné, quand même, elle a été mise au banc de la société médiatiquement au moins. Genre. C'était peut-être un peu un mensonge. Peut-être que c'était un mensonge collectif, mais ça marchait un petit peu. De la même manière que le droit international, bon, ça n'a jamais très très bien marché, mais quand Trump décide de se torcher le cul avec et annonce la fin du droit international, même si c'était un peu un mensonge et une chimère après laquelle on courait, bah, c'était pas rien non plus. Et je dirais qu'avec, on va dire, le cordon sanitaire et tout ça, mettre au banc de la société les idées d'extrême droite après la Seconde Guerre mondiale, bon, bah, ça veut pas dire que l'extrême droite a disparu comme par magie. Hein, voilà. De toute façon, après 1945, après la reconstruction de la France, cette nouvelle concorde nationale autour de De Gaulle, bon, il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu l'OS, donc l'extrême droite en France existait encore, quoi. Mais il y a quand même eu une période où bah, c'était pas comme maintenant. Et le cordon sanitaire, c'est précisément ça. C'est pour parler de l'éloignement médiatiquement de l'extrême droite parce qu'on considère qu'ils n'ont pas lieu d'être dans notre République française. Ça, c'est le cordon sanitaire, faire le front républicain. Ça, c'est dans un contexte électoraliste. Donc, c'est juste ça. Cordon sanitaire, c'est mettre au banc l'extrême droite dans un contexte médiatique. Front républicain, c'est une technique électorale pour mettre au banc électoralement l'extrême droite, quoi. Donc, en fait, non. Voilà. Ça reste l'extrême droite qui récupère nos mots à nous pour les retourner contre la gauche, comme d'hab. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quelles conséquences ça va avoir?
Ça veut dire que la France insoumise est en train de devenir le nouveau pestiféré pour le moment de la scène politique et qu'il y a une extraordinaire inversion avec ce rôle qu'elle est en train de prendre qui était celui précisément du Rassemblement national. Le cordon sanitaire s'est toujours appliqué de tout temps à l'encontre du Front national puis du Rassemblement national. Tout le monde voulait les pousser hors de la scène politique, hors du champ républicain en tout cas. Vous savez, avec Emmanuel Macron qui dit aussi par exemple que le Rassemblement national n'est pas dans l'arc républicain. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une diabolisation croissante de la France insoumise et en parallèle, une dédiabolisation croissante du Rassemblement national. C'est vrai. Bon, je suis assez d'accord avec elle, en vrai, non, ça va. Bonne analyse, hein. Mais en même temps, et à un moment donné, on est obligé de se rendre à l'évidence, quoi. Deux mouvements sont en train de se croiser et que Jean-Luc Mélenchon, en effrayant aujourd'hui une bonne partie de Français, pas que des Français qui sont à gauche, parce que là, l'extrême radicalité dont il fait preuve dans cette affaire... Extrême radicalité, va falloir se calmer 5 minutes, ça va. Hein. C'est juste qu'il n'a pas acheté de l'intégralité de l'antifascisme sous le bus. Il n'est pas dit « Ok, j'arrête d'être antifasciste !» Ça s'appelle pas ça une extrême radicalité non plus. Est quand même en train de détourner certains électeurs de lui. Il contribue à faire passer pour beaucoup plus assagi, moderne, nouveau, raisonnable, le Rassemblement national, qui lui, lorsqu'il a... La stratégie de dédiabolisation du RN qui tend à se montrer comme plus respectable, etc., qu'ils font depuis 15 ans, il la faisait avant que Jean-Luc Mélenchon devienne le diable de la République. Il le faisait bien avant ça. C'est de leur fait, c'est leur strat, c'est la strat de Marine Le Pen depuis 15 ans, c'est tout. Des problèmes. C'est pas Mélenchon qui a décidé, qui participe à la dédiabolisation du RN en semblant plus diabolique que... Non, c'est juste qu'ils avancent cachés comme les petits vislards qui sont et ça fonctionne, hélas, quoi. Bon, ouais. En tout cas, aux législatives, avec tous ces candidats qui sont parfois racistes ou antisémites, des exclus et qui semblent donc beaucoup moins extrêmes, en l'occurrence, que la France insoumise. C'est un pari risqué de sa part, Nicolas Offenstadt, à Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui d'être le nouveau mouton noir. Non mais attends, c'est pas un pari de sa part. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas envie d'être le mouton noir en fait. Genre, c'est qu'il y a tout un système médiatico-politique qui se met en branle pour le mettre au banc de la société, mais c'est pas sa stratégie de base. Sa stratégie de base à Jean-Luc Mélenchon, c'est une stratégie de conquête par les urnes. Le but, c'est de devenir président de la République pour changer la société française. Donc être le mouton noir de la République quand tu veux devenir président de la République, c'est pas une stratégie assumée de sa part qu'il a mis en place avec ses petites mains tout seul, quoi. Et le rôle des médias là-dedans. Là, il parle pas du rôle des médias. Et c'est normal, on est sur BFM TV, c'est des éditorialistes politiques de BFM TV et du Figaro. Mais comment ne pas parler du rôle des médias là-dedans ? C'est les médias qui font tout ça, c'est pas LFI qui décide qui s'autoproclame hors de l'arc républicain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? De la classe politique ou c'est une stratégie de sa part ? Oui, je vais vous répondre, et je voulais revenir quand même sur cette idée de la mémoire pétainiste, parce que c'est important, on est quand même dans un pays pour qui la mémoire de la Seconde Guerre mondiale est très important, a fondé la République et la démocratie depuis 1945. Et là encore, quand un élu dit travail, famille, patrie, comme c'était le cas de Madame Vassal, en soi, les valeurs ne posent aucun problème. On peut très bien être pour le travail, pour la famille, la patrie. Sauf que tout le monde sait, dès qu'on a été à l'école primaire, que c'est la devise du régime de Vichy, qui a été évidemment un régime de persécution et d'oppression, et qui n'était pas républicain d'ailleurs. Enfin même, De Gaulle, il a littéralement dit, alors c'était une petite pirouette un peu habile pour mettre certains trucs sous le tapis, quoi. Est-ce que ce serait pas le cadavre dans notre placard, la France de Vichy finalement ? Mais De Gaulle, en 45, il était en mode, il a déclaré le régime de Vichy, je sais plus comment il avait dit, genre nul et non avenu ou je sais plus quoi, mais il était en mode, la France était à Londres, la France était résistante. Le régime de Vichy, c'était pas la France, c'était autre chose. Voilà, il y a eu une petite parenthèse où il y a eu ce truc-là, mais c'était pas la France. La vraie France était à Londres avec moi. Et voilà, c'est bon. C'était pas nous. Une manière de se dédouaner aussi un peu de la responsabilité de la France, de la nation française en termes de collaboration. Mais ouais, voilà, quoi. Donc bon, normalement... En plus, c'est que des gens qui se réclament du gaullisme. LR, c'est la famille politique de De Gaulle. Ils sont en mode, quoi, on n'a pas le droit de dire travail, famille, patrie. Non mais wesh, genre, stop se voiler la face, quoi. L'autre connard du Figaro qui est en mode, c'était un hasard, c'était juste une bourde. Non mais stop, ça va. Faut arrêter les conneries 5 minutes. Contre lequel la France s'est construite depuis 45. Donc, à moins d'une innocence et d'une inculture crasse que elle a fait une bourde monstrueuse, oui. Mais c'est pas une bourde, parce non, que c'est pas une bourde, pitié. C'est pas une bourde. De soi que quand on a envie de prononcer cette devise. Et à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon parle de grand remplacement maintenant. Donc lui aussi, il fait en sorte de prendre des mots. Mais c'est pas pour défendre l'un contre l'autre. C'est que je dis que je trouve que un des fondements de l'ordre républicain et démocratique en France, c'est l'idée qu'on rejette ce qu'a été la période de Vichy, parce qu'elle était évidemment le complice du régime nazi avec toutes ces horreurs-là. Et donc ça demande évidemment une certaine vigilance sur la manière dont on parle. Et je trouve que quand cette vigilance commence à sauter, ça me paraît extrêmement dangereux. La première des vigilances, il me semble, c'est les actes. Et c'est les actes qui sont posés.
à passer d'un historien qui rappelle des faits et qui historicise les choses pour prendre un peu de hauteur par rapport à la période troublée qu'on traverse politiquement. Ça fait du bien. Passer de ça à Aurore Berger qui lui coupe la parole pour dire oui, mais attendez, quand même, Mélenchon, il parle. Ah, mais ta gueule, genre, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Le sujet de la diabolisation des diabolisations, la faute à qui? La diabolisation, c'est pas nous qui diabolisons. Il suffit d'écouter les discours de Jean-Luc. C'est pas nous qui diabolisons la France insoumise. Non, mais ça serait bien d'arrêter de se foutre de la gueule du monde. C'est pas nous qui diabolisons la France insoumise, ils se diabolisent tout seuls. Oui, allez. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Genre, c'est pas nous, non, c'est pas les médias, c'est pas les macronistes. Non, absolument pas. Mélenchon, pour considérer... Mais qui est dupe de ça? Sérieusement, quoi. Qui est dupe de ça? Il est en effet nécère qu'il y ait des conséquences politiques et des conséquences électorales. Berger, je laisse les années 30, les années 40 de côté pour revenir en 2026, j'allais dire 2016. Mais... Non, on laisse pas les années 30 et 40 de côté. Pour comprendre le présent, il faut s'intéresser au passé. Pour préparer l'avenir, il faut comprendre le présent. Et pour comprendre le présent, il faut s'intéresser au passé. Je sais pas si c'est une vraie citation d'historien ou je ne sais quoi. Mais bon, je pense que c'est relativement... Bon, c'est pas une phrase assez consensuelle, je pense, que je viens de dire. Au contraire, non, parlons plus d'histoire. Parlons plus de l'histoire républicaine, moderne de la France, depuis 1945, pour comprendre ce qui se trame en ce moment et des grands enjeux, des vrais enjeux historiques qu'on est en train de traverser. Au contraire, il faut parler plus du passé. Car nivellement par le bas. Alors moi j'ai une émission de merde sur BFM TV, donc on va faire un peu de nivellement par le bas s'il vous plaît. On intéresse un historien mais on va pas s'intéresser à l'histoire aujourd'hui. Non, parlons plutôt de l'actualité brûlante, sans rien historiciser du tout. Nos spectateurs ont le droit de ne pas être éclairés. Non mais allez, nique ta mère, Fauvel. En bas, encore raté. Est-ce que vous considérez, vous, aujourd'hui, que le parti de Jean-Luc Mélenchon est plus dangereux que celui de Jordan Bardella? Question un peu intéressante. La question pue un peu la merde, mais je veux dire, j'ai envie de voir la réponse de Aurore Berger. Parce qu'Aurore Berger, je sais pas si c'est là ou avant, mais elle a dit le parti de l'anti-France, etc. Elle est sur le narratif de cordon sanitaire autour de la France insoumise. Comme Retailleau, comme Bardella. Elle a même plus ou moins, là je crois que c'est là qu'elle va le dire, va plus ou moins appeler le RN à se désister au second tour des municipales pour faire le barrage républicain contre LFI. Alors que tout à l'heure, elle a dit, moi ce que j'aime pas avec LFI, c'est que c'est le marchepied du RN. Aucune cohérence. Je considère qu'aujourd'hui, malheureusement... Ou est-ce qu'on mettait un signe égal entre les deux? Moi, j'ai toujours mis un signe égal entre les deux. Je l'ai dit dès le premier tour des élections législatives en 2024. Je le maintiens, c'est ni RN ni LFI. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon, que la France insoumise, est bien plus dangereux que ne l'est le Rassemblement national. Donc, il sert de... C'est aucune cohérence dans ce qu'elle dit. Elle dit en mode, je suis ni RN ni LFI, mais quand même, LFI, c'est encore pire. Bah, t'es pas en mode ni RN ni LFI. Voilà, ni RN ni LFI, mais plus RN quand même. C'est ça sa position. Bon, super. Auparavant extrêmement confortable quand on au dit Rassemblement ni RN, national. Ni LFI, pardon, s'il arrive un second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, en fait, et qu'on est ni RN ni LFI, on fait quoi? Notre responsabilité, c'est d'éviter qu'il y ait un second tour. Arrive. Mais en fait, le simple fait de dire si ça arrive, c'est qu'on accrédite l'idée. Dit aujourd'hui, je ne choisirai pas entre la peste et le choléra. Sous-entendu, je voterai blanc. Moi, je me mets pas dans la posture d'avoir à choisir entre les deux. Je me mets dans la posture de faire en sorte que... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Nous ayons une candidature unique de la droite et du centre pour garantir que ça n'arrive pas. Parce que si ça devait arriver, nous savons ça botte en touche, hein. Ça botte en touche. Je ne répondrai pas à cette question, car nous ferons tout ce qui est en nos pouvoirs pour que ça n'arrive pas. Toi, Aurore Berger, tu vas faire quoi quand ton pouvoir? La Macronie est en train de clamser sur place, hein. La Macronie est à l'agonie. 10 ans de Macron, tout le monde en a plein le cul, hein. Je pense pas que le bloc central autour d'une personnalité héritière d'Emmanuel Macron va sauver la République. Rien du tout. Il y aura une guerre de succession, vous allez tous vous tirer dans les pattes, et à un moment donné, si t'es mis devant le fait accompli, va falloir choisir RN ou LFI, madame. Et au moins, la sincérité de faire comme Bernard Cazeneuve, la phrase est bizarre, et de dire je voterai blanc car je n'aimerais pas que ça arrive, quoi. Mais dis-le! Comment l'histoire finirait, par l'élection du Rassemblement national, par le risque d'une majorité absolue au lendemain pour le Rassemblement national. Donc le sujet n'est pas pour qui nous voterions, mais comment on fait pour éviter que ce scénario ne se produise. On est à 15 mois, ça veut dire qu'on a 15 mois devant nous pour s'en donner les moyens. Donc le simple fait de répondre... Ok. Donc s'en donner les moyens, pour elle, c'est ne jamais rien dire sur le RN, passer son temps à chier sur LFI et utiliser des expressions pétainistes pour désigner la gauche. Voilà. Grâce à ça, on va sauver la République du second tour, Bardella, Mélenchon qui la détruirait. Elle aurait ce discours-là tout en ayant un discours trop centriste, en mode les extrêmes se rejoignent et ils sont la lie de la République. À la limite, mais là, elle suce 1000 fois plus le RN que LFI tout en disant ah bah non, hein, il faut pas qu'il y ait un second tour RN-LFI parce que c'est la même merde.
Aucune cohérence. C'est accrédité que de toute façon, il y a une forme de fatalité à devoir être les commentateurs du second tour de la présidentielle. Moi, j'ai pas envie d'être commentatrice, sinon je ferai un autre métier que le mien. Et je pense qu'elle va bientôt faire un autre métier, Aurore Berger. Hein. Voilà. Elle va faire comment ça s'appelle ? L'ancien ministre des énergies, là, je sais comment il s'appelait. Ah merde. Il ressemble un peu à Clémence Guettet, mais version mec. Comment il s'appelle ? Qui a été bossé dans les véhicules électriques, là, je sais pas quoi. C'était quoi son nom ? Pantouflé, ou non, mais c'est ce qu'il a fait, mais JB Djebari, c'est ça. Djebari. Elle va faire une Djebari, hein, je pense. Voilà. Elle va trouver une petite place dans un conseil d'administration d'une grande boîte. Voilà. Effectivement. Si je suis une simple commentatrice, je change de métier. Je pense que tu vas bientôt changer de métier, Aurore Berger, en vrai. Voilà. Il nous rejoint pour le radar de 60 minutes pour voir maintenant la suite de déflagration de cette affaire sur la gauche dans son ensemble. Parmi ceux qui ont tapé le plus fort avec vous, c'est quoi ça Madame Berger, il y a aussi François Hollande qui a dit que c'est une forme de suicide politique de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et le Parti Socialiste est sommé par le Rassemblement National, bonsoir Raphaël, de clarifier ses liens avec LFI. Le patron du RN a même accusé François Hollande d'avoir fait campagne aux dernières élections législatives, celles de 2024, en affichant le soutien de la jeune garde. On l'écoute. Par exemple, Monsieur Hollande, l'ancien... Alors, la stratégie du RN, c'est toujours la même stratégie. C'est de dire, on est les seuls bien, hein, tous les autres c'est des merdes. Hein. Regardez, ils nous ont volé l'élection. Ils nous ont volé l'élection législative, j'aurais dû être Premier ministre. Ils sont tous alliés entre eux. Et là, du coup, il est en mode, ah bah parfait. Ça fait 2 ans qu'on dit ils sont tous alliés entre eux pour voler le destin de la France aux Français. Et là maintenant, bah, parfait, ils sont tous alliés entre eux. En plus, avec LFI qui mérite d'être dissous parce que c'est des factieux et des violents. Donc voilà, il déroule son petit discours de dire c'est tous les mêmes, de Jean-Luc Mélenchon à Bruno Retailleau, ils ont tous collaboré au plus haut niveau de l'État. Élisez-moi, s'il vous plaît, je veux être président de la République. Oh non, je me suis. Voilà, Bardella. Président de la République française. Qui se veut maintenant le chantre de la lutte contre les violences d'extrême gauche, alors que regardez par exemple sur son site de campagne, sous les documents de campagne de Monsieur Hollande, il y avait le logo de la jeune garde. Il y avait le logo de la jeune... Pardon. Après, il a cette balle, normal qu'il l'attire. Hein. Pas mauvais jeu de mots. Il joue sa game. Hein. Il joue sa game. C'est vrai que François Hollande, c'est vraiment bizarre ça. François Hollande Antifa. C'est là qu'on voit aussi le cynisme de François Hollande. Hein. Sachant que de base, dans l'accord du NFP, il n'y avait pas François Hollande. Hein. C'est dans la fédération PS de Corrèze, de je sais pas quoi, il y a eu tout un imbroglio. François Hollande, il a fait non, je me tape l'incruste. Hein. Moi, je vais redevenir député. Hein. Mais alors, il me fait de jamais. Voilà. Bon, franchement, échanger un député François Hollande contre un macroniste dans le cadre de la campagne NFP 2024, je pense que ça aurait été rentable, hein, pour le coup. Voilà. J'étais pas anti-union à ce moment-là, vu ce qui était en train de se passer. Et cette union a quand même permis d'éviter à Bardella d'avoir l'Élysée. Donc moi, sur le bilan que j'ai du NFP, c'est pas de dire on n'aurait jamais dû le faire parce que l'union tatati tatata. Moi, je pense qu'on a bien fait de faire cette union à ce moment-là. Par contre, en ce qui concerne François Hollande directement, voilà, effectivement, quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, des gauchistes qui se retrouvaient à voter dans cette Serco, ceux qui s'est dit bah non, je vais pas voter pour François Hollande, même si je vote pour le NFP, même si je suis pour cette stratégie unioniste, etc., je ne voterai pas pour François Hollande parce que là, c'est mettre un autre type de loup dans la bergerie finalement. Vous voyez ? Donc, toute l'hypocrisie de Hollande qui s'est servi de ça pour se faire réélire et maintenant rejeter totalement ce qu'a été le NFP par ailleurs. Que Bardella tape sur Hollande à ce moment-là, je comprends. Jeune garde sur les documents de campagne ou pas ? Il serait bête de pas le faire. François Hollande, non. Ce que dit Jordan Bardella à l'écran, c'est faux. Le visuel Ok. Ne vient pas, celui qui est tenu par Jordan Bardella. Ce visuel, il ne vient absolument pas du site de François Hollande. D'ailleurs, c'est pas non plus un tract, hein, parce que ça peut ressembler à un tract, le format. En fait, c'est un montage de 2 captures d'écran d'un site non officiel qui est dédié au nouveau Front Populaire. En revanche, d'accord. Bon. Un vrai site du NFP qui s'affiche à l'écran où le soutien de la jeune garde, il était bien affiché et le Parti Socialiste... Mais attends, après le soutien du NFP, il y a vraiment il y a tout le monde. Hein. C'était le fameux truc de Olivier de Poutou à Hollande. Il y avait tout le monde. Il y avait la CGT là, normalement ils sont pas censés trop faire ça. Ils sont pas le truc de la charte d'Amiens, ils sont pas censés se mêler des élections politiques, etc. Il y avait tout le monde quoi. Donc il y a un ou deux flyers où la jeune garde a dit oui, nous sommes pour le NFP. Bah ouais. Vous ne pouvez pas l'ignorer pour une raison simple, c'est que c'est le Parti Socialiste qui avait conçu lui-même ce site. C'est écrit, on le voit apparaître à l'écran quand on clique sur les mentions légales, c'est écrit noir sur blanc, éditeur, Parti
socialiste. Donc oui, la Jeune Garde était l'un des soutiens du nouveau Front populaire en 2024. On a le sentiment ces derniers jours qu'Olivier Faure, le patron des socialistes, est un petit peu mal à l'aise. C'est le cas ou pas? Oui, notamment. Bah oui, vous êtes mal à l'aise parce que vous êtes des petits hypocrites qui êtes incapables d'avoir un semblant d'antifascisme en vous. Alors si, pour certains, quelques petits pourcentages d'antifascisme au fond, mais vraiment vite fait. Hein. Ça fait des communiqués un peu en mode... Il y a Boris Vallaud qui a attendu grave longtemps à faire son communiqué. Et vu comment la situation évolue, il a moins jeté LFI sous le bus que les Hollande et compagnie, typiquement. Il a moins fait le charognard, un mec comme Boris Vallaud. Puis son communiqué... Voilà, ça reste le PS qui se dit « Ah, là, je vais pouvoir en profiter pour faire un coup politique, jeter LFI sous le bus et gagner des parts de marché, entre guillemets. » C'est pas du marché, mais ouais, c'est ce que je veux dire. Et oui, bah ouais. Alors, il y a 2 ans, c'était en mode « Ouais, siamo tutti antifascisti, on s'unit face au péril brun. » Et là, ça jette ceux qui représentent la gauche en France, c'est-à-dire LFI, sous le bus par pure visée électorale, au mépris du mandat que leurs électeurs leur ont imposé au moment du NFP, quoi. Voilà. Moi, je trouve que c'est une trahison bien plus en réalité que les trucs des budgets, hein, que les trucs des non-censures. Moi, je trouve que la vraie trahison du PS, beaucoup plus, c'est ça. Parce que s'il y a un truc qui est censé créer une unité à gauche, y compris avec des alliés de circonstances dont on aimerait bien se passer, idéalement, c'est l'extrême droite. Le PS, ça dégage, mais si à un moment donné, en dernière instance, s'acoquiner ponctuellement avec le PS, ça peut permettre de niquer un peu l'extrême droite, pour moi, c'est une des seules raisons d'avoir une unité qui inclurait le PS. Donc quand le PS, dans sa quasi-intégralité, profite de cette séquence pour appuyer le narratif de l'extrême droite, chier sur LFI, tenter de liquider l'antifascisme au passage, uniquement pour des raisons électorales, je trouve que la trahison est en vérité politiquement bien pire que d'avoir voté le budget, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça, c'est un truc vraiment en mode... You had one job, c'est que par rapport à l'extrême droite, faire le minimum syndical, et là, ils l'ont pas fait, au contraire. Ils ont joué leur jeu. Il y a 5 jours, Olivier Faure, le patron du PS, effectivement, qui publie un texte sur son blog Une fois de plus, pour ouais, évoquer mais là, moi, ça m'a... la mort de Quentin... Ça me révulse bien plus que les histoires de budget d'Assemblée nationale. À un moment donné, je trouve que le contenu politique qu'il y a derrière ça, l'antifascisme, finalement, je trouve que la faute est encore plus grave politiquement, en ce qui me concerne. Je cite, « Aucun parti ne peut accepter le compagnonnage, même lointain, de ce type d'organisation qu'elle s'appelle la Jeune Garde, Génération Identitaire ou l'Action Française. » Et donc là, il mélange ultra-droite et ultra-gauche. Exactement. Et sauf que depuis... Et il a supprimé. Il a supprimé parce qu'LFI a dit « Wesh, t'es sérieux, Olivier Faure ?» Et voilà. Et ça, c'est du coup, je sais pas. À quel pourcentage d'antifascisme a Olivier Faure en lui? Vraisemblablement, s'il a supprimé, peut-être pas 0, quoi. Mais pas assez à mon goût, en tout cas, ça c'est clair. Puis cette phrase, elle a été supprimée par Olivier Faure. Alors, j'ai posé la question à ses équipes, j'ai pas eu de retour. Alors, effectivement, peut-être parce... Moi, je connais un journaliste qui a posé la question aux équipes d'Olivier Faure et qui a eu un retour. Et en gros, ils ont dit non, il y a une coquille, non, on a préféré le refaire. Ils ont un peu botté en touche de ce que j'ai compris. Voilà. Parce qu'elle renvoie dos à dos ultra-gauche, ultra-droite. Ça lui a été reproché, notamment par LFI, aussi parce qu'afficher le soutien de la Jeune Garde sur son propre site internet, sur le site du PS, ça peut aussi éventuellement être considéré comme un lointain compagnonnage. Guillaume Tabar, est-ce que le PS va se retrouver à son tour sur le banc des accusés? En tout cas, depuis une semaine... Alors, sur le long terme, oui. Hein. Sur le long terme, oui. Je pense que le RN et l'extrême droite, voilà, hein, ça commence par LFI, ça commence par les antifas, même avant LFI, après c'est LFI, après ça sera qui? Génération, le PCF peut-être, puis après ça sera les écolos, et à un moment donné, tout ce qui est à leur gauche, ça va finir par des factions. Hein. C'est aussi leur strat depuis le début à l'extrême droite. Ils s'attaquent avec ceux qui sont le plus en porte-à-faux, mais même jusqu'au PS, il y en a qui seraient pas à l'abri de la répression fasciste. Hein. Même au PS, malgré le fait qu'on les déteste. Olivier Faure, il n'y a pas que le PS, on pourrait penser aussi aux écologistes. Je précise qu'il nous a fait savoir, parce qu'on l'a évidemment convié, comme tous les médias, je pense, ces derniers jours, il est en Ukraine depuis plusieurs jours. Oui. Mais c'est une bonne explication pour ne pas être sur ce plateau, par exemple. Lui, comme patron du PS, ou Marine Tondelier comme patronne du PS, non seulement n'ont pas fait de clarification, mais dans leur justification, on semblait depuis une semaine dire, vous savez, comme toujours, comme dans une lettre où on termine par une formule de politesse un peu obligée, là, ils commencent leur communiqué pour dire, évidemment, toute violence politique est inacceptable et personne ne doit mourir pour cette idée. Bon, très bien, c'est rappelé. J'allais dire, c'est bien le moins. Mais une fois que cela est rappelé... Okay, donc là, je pense au communiqué de Marine Tondelier. Moi, je l'ai lu, j'ai trouvé correct, le communiqué de Marine Tondelier. Il est arrivé tard, on voit qu'elle n'est pas à l'avant-garde en première ligne dans ces trucs-là. Hein. Il est arrivé un peu tard, mais en vrai, elle n'a pas jeté LFI sous le bus. Elle a dit, bah, moi, il y a des trucs que je me poche chez LFI, certes. Je veux dire, stop, osons doser. On va pas faire de trait d'égalité entre LFI et l'extrême droite, certainement pas, et on va pas jeter le bébé antifasciste avec l'eau du bain de la violence, quoi. En gros, elle a dit ça. Voilà. C'était pas un communiqué exceptionnel, hein, mais le communiqué était, à mes yeux, correct. En tout cas, elle n'a pas jeté LFI sous le bus à ce moment-là. Voilà.
Tant mieux, hein, tant mieux. Mais je suis curieux de savoir ce que lui, il a à en dire justement. À l'un comme à l'autre, et on pourrait rajouter aussi Dominique de Villepin, consiste Rousseau à dire, était plus attention, basé, ce qui est grave en ce moment, c'est que tout cela favorise le retour de l'extrême droite, réveille un danger qui est plus grave encore. Et même la mise entre parallèles, genre que... Bah oui. On peut critiquer. Là-dessus, là, oui, a raison. Le Rassemblement national, on peut l'interroger sur ce qui gravite autour de lui, mais à ma connaissance, dans l'actualité dans laquelle nous sommes, la mort qui a eu lieu, c'est celle d'un jeune homme qui a été tué par un groupe de l'ultra-gauche. Bon, j'ai pas le souvenir, puisqu'on fait souvent le parallèle entre les deux morts, j'ai pas le souvenir lorsque Clément Méric avait été tué, on avait dit, oh là là, tué par des néo-nazis en 2013. C'est honteux qu'il était tué, mais enfin, interrogeons-nous quand même sur la violence, d'où qu'elle vienne, aussi bien l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Non, à l'époque, tout le monde avait ciblé l'extrême droite, avait ciblé même nommément. Je vais ressortir les chiffres. Depuis je sais plus quand, là, depuis la fin des années 80, dans tous les meurtres liés à de la violence politique, on en a plus qu'une 50aine à l'extrême droite et seulement 5 à l'extrême gauche. Bah oui. Il a été tué par un néo-nazi, par un groupuscule violent néo-nazi. Donc, ouais. Non. Le Rassemblement national, alors même que pour le coup, il n'y avait pas de lien entre le parti et ceux qui avaient tué Clément Méric. Alors que là, il n'y a pas de lien affiché, ouais. On est inversement. Nicolas Felchard, vous êtes d'accord, il y a eu une sorte d'inversement aujourd'hui quelque part pour justifier. On n'a pas autre chose à faire que commenter BFM. En vrai, c'est un peu intéressant de voir aussi médiatiquement ce qui se dit sur les plateaux des médias mainstream, quoi. Et à la base, c'était pour voir un petit peu Aurore Berger et tout, quoi. Mais bah si. Après, c'est un peu le principe de ce live aussi. Hein. Souvent, on regarde des interviews, parfois on regarde des débats, on réagit à de la radio et à de la télé, aux médias dominants. Bah là, j'ai décidé de prendre un petit sujet BFM, parce qu'il y avait Aurore Berger dedans, que je voulais en parler. Ouais. Se passer dans la rue. Oui, il y a véritablement une guerre des mots. Et j'ai des collègues, Isabelle Sommier et Xavier Crétier, qui ont étudié les violences politiques depuis 30 ans et qui ont montré que les violences comme ça de rue étaient, notamment qu'on conduisait aux drames les plus importants, étaient souvent le fait de l'extrême droite. Donc, alors, je dois vous raconter une anecdote. On peut comprendre. Est-ce que vous pouvez laisser parler l'historien, s'il vous plaît? Quand c'est un éditorialiste du Figaro qui dit de la merde, alors ça se tait. Allez-y, déroulez, monsieur. Là, t'as l'historien du tas. On lui interrompt, on lui laisse pas la parole, quoi. Non, interdit des faits objectifs, une lecture via les sciences sociales. Non, ça dégage, quoi. Insupportable. Salut Pantoufle, coucou Ribo et tout le monde. Désolé, c'est pas le sujet, mais j'ai aimé ton avis sur le D-word. Je l'aime bien, je me permets de me l'approprier, d'avoir le même. Merci, cordialement, Pantoufle. Ok, t'as été maté la rediff au début? Bah ok, ouais. Je prends pas tout le temps la parole sur ces trucs-là, forcément, mais là, j'avais envie. Voilà. Bref. Ok, bon bah cool. On reprend. Et shout out Pantoufle. Wow, vous connaissez tous Pantoufle, non? Vous connaissez tous Pantoufle? L'inénarrable Pantoufle. Allez le follow si vous le connaissez pas encore. Voilà, il fait des posts déj où il parle de politique. Ambiance chill, hein, c'est un vieux taulier de Twitch, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a aussi du gaming, voilà, si vous voulez un stream équilibré entre politique, actu, gaming, et un peu la culture Twitch un peu shitposteuse sur les bords. Pantoufle est un très bon choix. Voilà, n'hésitez pas à aller le follow et n'hésitez pas à lui offrir un sub aussi. Ou là, je suis pas aimable, arrête, la moitié doit me connaître et me détester. Oh, mais Isabelle Sommier, que j'ai cité hier à Éric Zemmour, qui n'était pas tout à fait à votre place, mais à la place d'Aurore Berger sur ce plateau, et qui m'a dit « Je ne crois pas une seconde à ces travaux, c'est une universitaire qui ne travaille pas sérieusement. » Il ne croit pas à la vérité, c'est le problème d'Éric Zemmour. Bah oui. Merci, monsieur l'historien. Ça fait plaisir d'avoir des historiens sur les plateaux. C'est ce qui s'est passé dimanche dernier. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. C'est-dire que non, vous dites que l'un gomme l'autre. Moi, je ne crois pas. L'horreur de ce qui s'est passé à Lyon ne gomme pas la violence de l'extrême droite. Mais monsieur, rien. Non, mais je suis effaré que vous disiez ça. Rien ne gomme rien et aucune violence n'excuse une autre violence. On peut pas dire ça. Je dis simplement que l'actualité, l'élément déclencheur. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Le lynchage et le meurtre par un groupe. Merci Calardo de Chicon. Abonnement du niveau 3. Waouh, je savais pas que tu étais abonné niveau 3. Putain, ça fait des sous ça, let's go. Merci beaucoup Calardo de Chicon pour ton 31e mois d'abonnement. Une boutique bien tenue, bah ouais. Après on n'est pas aux 800 subs mensuels encore. Hein. Là on est plus sur un petit mois, donc je vous le rappelle, si vous trouvez que ce live est bien et que vous voulez que je continue à le faire dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à me soutenir. Les 2/3 de mes revenus proviennent des subs Twitch. Donc voilà, let's go, on y va. Groupe qui appartient à l'ultra-gauche. Qu'on commence par s'occuper de ce cas-là, avant d'élargir quand même à une histoire plus large. Alors, je vais vous dire pourquoi ça a été élargi, parce que, moi je ne sais pas tout, je ne me prononce pas, parce qu'il y avait une rixe au départ. Je ne sais pas ce que c'est que c'est qu'en fait, il y avait une... Wow. Merci Pixel pour le Prime. Train de la hype. Let's go. On se ferait pas un petit train de la hype, vite fait.
Ok, donc pour ceux qui regardent la VOD Twitch, là ça cut, c'est normal, on a fait un train de la hype. N'hésitez pas d'ailleurs si vous regardez la VOD à venir directement sur Twitch si vous le pouvez. C'est le matin, généralement entre 9h30 et 10h que je lance. Mardi, jeudi, lundi, très souvent. Voilà, venez, c'est encore mieux sur Twitch. Et en plus comme ça vous pouvez me donner des sous, voilà, comme le Gueuloir vient de faire. Merci le Gueuloir pour ton sub offert. Merci beaucoup. Donc on reprend, on en était à cet historien tente de rappeler un peu des faits par rapport à l'extrême droite, etc., aux néo-nazis, à l'utilisation du mot anti-France. Et l'éditorialiste du Figaro, il est là à dire « Ah, mais c'est bon, ça va, on n'a plus le droit de dire anti-France. » Tout ça est bien ridicule, on reprend. À Lyon ne gomme pas la violence de l'extrême droite. Mais monsieur, rien, non, mais je suis effaré que vous disiez ça. Rien ne gomme rien et aucune violence n'excuse une autre violence. On peut pas dire ça. On a déjà écouté ça. Je dis simplement que l'actualité, l'élément déclencheur, c'est le lynchage et le meurtre par un groupe qui appartient à l'ultra-gauche. Qu'on commence par s'occuper de ce cas-là, avant d'élargir quand même à une histoire plus large. Alors, je vais vous dire pourquoi ça a été élargi. S'occuper de cette violence-là, encore une fois, à ce moment-là, laissons les enquêteurs et la police faire leur travail pour s'occuper de cette violence-là précise. C'est pas comme si il n'y avait pas une enquête et des gens mis en examen pour tentative d'homicide, je sais pas quoi là. À ce moment-là, si vraiment son discours c'est on s'occupe d'abord de cette violence-là, on verra pour la suite, et à ce moment-là, tout le monde ferme sa gueule et on laisse la police faire son travail, si c'est ça. Parce que le problème, c'est toute l'instrumentalisation qu'il y a autour et le narratif de l'extrême droite qui a été récupéré et répété tel quel. C'est ça le souci aussi. Moi je ne sais pas tout, je me prononce pas parce qu'il y avait une rixe au départ. C'est qu'en fait il y avait une violence réciproque au départ. C'est pour ça que la question s'est posée. Mais quelle violence réciproque dans les affrontements qui ont lieu? On a bien vu que ça a été montré que tout ça est parti de violence. Donc on ne sait pas. Donc c'est pour ça que c'est légitime d'interroger. Pour en revenir au fait, on ne sait pas. Alors on se parle si Quentin Derenc a porté le moindre coup ce soir-là. Bien sûr, on est bien d'accord. On repose ce qu'on sait et ce qu'on... Oui, mais alors là on commence quand même à avoir un faisceau d'indices nous amenant à croire que Némésis fait littéralement des guet-apens à gauchistes en servant d'appât. Il y a l'article qui est sorti avant-hier, quoi. Et sur la base de tous leurs mensonges, à la base, c'est en mode non, il n'y a pas de Rix, l'hypothèse de la Rix est définitivement écartée. Et on a vu littéralement des images de Rix, comme on en voit très souvent, en vérité, dans Lyon, FAF versus Antifa, quoi. Stop, c'est bon. On doit le dire combien de fois, quoi. Demain, je crois, Emmanuel Macron doit réunir une partie du gouvernement. Je ne sais pas si vous en faites partie, Aurore Berger, pour annoncer des choses sur les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche liés à des partis politiques. Vous savez ce qu'il va annoncer ? Il annoncera, c'est le président de la République de faire les annonces, mais le sujet sur le Parti socialiste, au-delà de ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas sur leur site internet, c'est qu'il clarifie. Il y a encore quelques heures, ils ont redit qu'ils étaient prêts à des alliances avec la France Insoumise ou des fusions de listes avec la France Insoumise sur les élections qui auront lieu dans quelques semaines à peine. Au cas par cas dans les villes où le RN... Non, mais je complète vos propos, pardon, j'essaye d'apporter un peu de nuance ou de précision au cas par cas là où le RN pourrait l'emporter. Ça veut dire qu'ils sont prêts à des alliances. Ça veut dire que même... Bah ouais. Ils sont de gauche à un moment donné, ils ont le droit, non ? Même quand il y a un mort et quelqu'un à terre qui a été lynché avec ces liens qui existent avec l'ultra-gauche, malgré les propos de Jean-Luc Mélenchon, malgré la haine qu'il véhicule et la brutalisation du débat ou l'antisémitisme, ça ne suffit pas. Il faut quoi de plus, en fait, pour dire ça s'arrête ? Mais il faut rien de plus, c'est pas toi qui décide. Je vais remettre le truc. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ça va. Oh, c'est Aurore Berger qui décide pour tout le monde des différentes alliances et des contours politiques en France, quoi. C'est elle qui décide. Et pourquoi elle dit ça ? Parce qu'en fait, effectivement, quand tu regardes ce qu'a été les législatives 2024, pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale, Macron ? Il a dissous l'Assemblée nationale sur demande de Jordan Bardella, quand même, rappelons-le, et parce qu'il s'est dit, a priori, ça serait ça, la piste la plus logique. Personne ne peut vraiment sonder ce qui s'est passé dans le cerveau de Jordan Bardella, mais pour en avoir parlé avec pas mal de gens, avoir réfléchi à la question, a priori, s'il était en mode, la gauche est totalement désunie, se déteste. Si je fais des législatives anticipées maintenant, la gauche, ils vont se faire laminer la gueule parce qu'ils vont partir désordonnés, etc. Moi, mon bloc macroniste, il sera là, prêt. Le bloc d'extrême droite, il sera là, prêt. Et ça sera l'affrontement, les macronistes versus l'extrême droite, avec la gauche qui a été mise totalement hors jeu. C'était ça le plan de Macron à la base. C'était mettre la gauche hors jeu à l'Assemblée nationale en comptant sur leur désunion et sur les embrouilles internes. C'était le moment des européennes où c'était extrêmement compliqué. Là, il y avait zéro union de la gauche à ce moment-là, quoi. Et c'est le moment où on était au pic du pic de la diabolisation de LFI, enfin du truc de LFI défend le Hamas, etc., etc. On sortait des européennes où il y avait Rima Hassan, candidate dans la liste LFI, etc. Et Macron, il se dit bon bah ils vont pas s'allier, ils vont se tirer dans les pattes comme ils l'ont fait aux européennes. Ils n'auront pas beaucoup de second tour et derrière ça sera le barrage républicain, moi contre les fachos, moi contre le RN, voilà. Et donc du coup il s'est dit je peux peut-être réavoir une majorité absolue en mettant la gauche hors jeu, en se basant sur leur désunion, et en faisant monter le RN, sciemment, en se position, non, comme dans une position de meilleur ennemi avec le RN. Ça, c'est ce qu'a fait Macron à la base. Et donc, il comptait sur cette fameuse désunion de la gauche. Et c'est aussi pour ça que Aurore Berger et consorts, ils sont en mode genre, la gauche ne peut plus s'allier avec les filles, parce qu'ils ont un intérêt à foutre la merde dans tout ce qui est un peu à gauche, parce que quand on regarde ce que a été le résultat d'NFP aux législatives,
bah, ça a niqué les macronistes aussi dans l'histoire, quoi. Voilà. Donc elle préfère que la gauche se pète la gueule totalement pour que les macronistes se présentent comme le seul et unique rempart à l'extrême droite. Tout en disant à côté, elle a dit la veille sur CNews, que s'il est honnête, Jordan Bardella, il faudra faire du désistement républicain pour que LFI ne gagne pas de municipal, quoi. Donc tout ça est d'une hypocrisie sans nom et c'est proprement dégueulasse, quoi. On rompt tout lien et de manière définitive. Et d'ailleurs, j'adresse la même chose. Le visage sur la banderole, c'est Quentin de Ranc, du coup, qui est décédé. Y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je viens de dire. C'est là qu'elle l'a dit. C'était pas sur CNews. D'un côté, elle a dit un peu plus tôt, en mode « Le problème avec LFI, c'est que les extrêmes se rejoignent, ils servent de marchepied au RN. Ce sont les meilleurs ennemis avec le RN, ils ont un avantage à faire monter l'extrême droite pour se positionner contre eux. » Alors que c'est littéralement ce que Macron a fait et ce que les macronistes ont fait avec les législatives, certes. Donc elle a dit ça. Au début, elle était en mode « Moi, j'aime pas LFI aussi parce qu'ils servent de marchepied au RN et que tous les extrêmes sont dangereux pour la République. » Et là, elle enchaîne avec 7 dingueries, qui est complètement incohérent par rapport à ce qu'elle a dit 10 minutes avant. L'utilisation du débat ou l'antisémitisme, ça ne suffit pas. Écoutez la dinguerie. Il faut quoi de plus, en fait, pour dire « ça s'arrête ». On rompt tout lien et de manière définitive. Et d'ailleurs, j'adresse la même chose, y compris à Jordan Bardella. Si vraiment il veut mettre en place le cordon sanitaire, il y a une chose très simple à faire. C'est retirer ses candidats dans les villes où LFI peut gagner, où il sait pertinemment que le Rassemblement national n'a aucune chance. Qu'il le fasse maintenant, dès le premier tour. Parce qu'aux législatives de 2024, le fait de ne pas avoir retiré un certain nombre de candidats a permis l'élection de la France insoumise dans certaines circonscriptions législatives. Donc elle veut faire le barrage républicain avec le RN contre la France insoumise. C'est précisément ce que ça veut dire. Alors comment elle peut dire dans le même passage télévisuel juste avant que le problème c'est les extrêmes et tirer un trait d'égalité entre LFI et le RN en disant c'est nous, tous les autres c'est les factieux. Et à côté, elle appelle à faire un front républicain avec le Rassemblement national. Et c'est pas à une semaine d'intervalle, c'est dans la même putain d'interview. Allô ? Aurore Berger. Après, au moins, c'est à peu près clair quand elle dit ça. Hein. Voilà. Donc, elle est sur la même ligne que Bardella. Elle est sur la même ligne que Bruno Retailleau. Il faut faire le cordon sanitaire et même le barrage républicain dans un cadre électoral avec le RN contre LFI. Voilà. Clarification au sein de la même interview. Bon, ça continue à pas être clair, mais on en est là, quoi. On en est là. Et on se dit, Aurore Berger, on la connaît, elle est nulle à chier. Mais c'est une ministre en exercice de la Macronie. Voilà, Retailleau, là, il est en mode, il s'est déclaré candidat à la présidentielle, il n'est plus au gouvernement, et du coup, on voit qu'il montait d'un cran dans le rapprochement avec le RN. Aurore Berger est actuellement ministre de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. Et c'est en qualité de ministre qu'il dit il faut faire le barrage républicain avec le RN contre LFI. Le niveau de la dinguerie et de déchéance morale de la Macronie à travers Aurore Berger, c'est quand même vénère. Hein. Voilà. RN retire ses candidats là où LFI peut. Je souhaite que chacun clarifie. Si l'ennemi de M. Bardella, c'est la France insoumise, alors qu'il fasse en sorte de ne garder aucun candidat qui pourrait permettre l'élection de la France insoumise aux élections municipales. Parce là, que de facto, un appel au RN pour qu'il se retire. Ok, mais alors du coup, si LFI... du coup, est-ce qu'elle dirait le contraire ? LFI doit se retirer si le RN a une chance d'arriver au pouvoir. Peut-être qu'elle aimerait ça. Hein. Tout le monde se retire et à la fin, il reste que nous. C'est peut-être ça qu'elle voudrait. Mais elle ne le dit pas pour LFI, bizarrement. Et moi, je dis juste que chacun soit cohérent. Que chacun soit cohérent. Moi, je suis cohérente, je dis ni RN ni LFI, jamais. Je suis cohérente, je dis ni RN ni LFI jamais, et j'appelle à faire le barrage républicain avec le RN contre LFI. C'est littéralement de l'incohérence. C'est fou, non ? C'est dinguerie d'être aussi incohérent tout en dénonçant l'incohérence des autres. Elle dit, il faut être cohérent. Moi, je suis cohérente. Bah non. Non. Waouh. Mais genre, elle se rend pas compte de l'énormité qu'elle sort. Aïe, aïe, aïe. Alerte info, le gouvernement saisit la justice d'un possible reconstitution de ligue dissoute du groupe antifasciste La Jeune Garde. Bon, on en reparlera jeudi. Demain, je live pas. Je vais au salon de l'agriculture demain, figurez-vous. Avec une amie maraîchère en plus, ça va être cool, je pense. Ça va être très bien, j'ai hâte. Mais demain, je live pas, mais on en parlera jeudi à ce moment-là. Voilà, on continuera à parler de ça, mais bon, on verra plus tard. Quand j'aurai plus d'infos. Ni l'un, ni l'autre. Et faisons en sorte qu'il y ait une alternative et un autre choix. Par contre, je dis au Rassemblement national qu'en 2024, en ayant été jusqu'au boutiste, en ayant maintenu des candidats au second tour des élections législatives, ils ont favorisé, dans une dizaine de circonscriptions, l'accession aux responsabilités de députés de la France insoumise. Donc, attendez, elle dit ça, elle est macroniste. Gabriel Attal a appelé à faire barrage au RN, y compris en votant LFI aux législatives. Il a dit LFI, de toute façon, mathématiquement, ils ne peuvent pas avoir de majorité absolue. Le risque de LFI au pouvoir est écarté. Donc à ce moment-là, le risque, maintenant, c'est le RN. Donc voter y compris LFI contre le RN, ça nous évitera d'avoir Bardella à Matignon.
C'est ce qu'il a dit, c'était son discours. Soir du premier tour, il a dit ça, Gabriel Attal. Je dis pas ça pour le sucer gratos, hein, c'est un adversaire politique, c'est pas un camarade, Gabriel Attal. Mais de fait, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit au moment des législatives. Donc là, Aurore Berger, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ça ose donner des leçons de cohérence. Que chacun fasse le ménage. Le camp macroniste, demain, aux élections municipales par exemple, se retirera partout où les Insoumis peuvent l'emporter. Ce que je dis, c'est ni RN, ni LFI. Non mais dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde se retire sauf nous, ça n'a aucun sens. Le truc du barrage républicain et du désistement républicain en cas de triangulaire au second tour. Parce que c'est souvent ça quand on parle de barrage républicain, c'est pas le cas pour les présidentielles parce qu'il n'y a pas de triangulaire. Historiquement, le truc du désistement républicain, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est s'il y a une triangulaire, celui qui arrive en troisième, s'il y a une triangulaire avec le RN au second tour, celui qui est arrivé troisième, il se retire. Parce que c'est tout sauf le RN. C'est ça le truc du désistement républicain. C'est ce qui a été fait dans l'écrasante majorité des circonscriptions concernées avec le NFP et les macronistes. Et c'est ce qui a fait rager le RN. Et en vérité, c'est aussi ce qui a fait perdre le RN. Ok ? Et donc là, le barrage républicain, c'est dans les deux sens. Si tu veux faire le désistement républicain qu'elle appelle de ses voeux avec le RN, ça veut dire LFI premier, RN deuxième, macroniste deuxième, RN troisième, le RN se retire. Il reste que LFI contre macroniste. Ça veut aussi dire, en cas de LFI premier, RN deuxième, macroniste troisième, là c'est les macronistes qui se retirent. Si elle veut faire du désistement républicain avec le RN, il faut que, ça veut dire, et c'est la règle, qu'il faudrait que des macronistes se retirent en cas de triangulaire, s'ils sont arrivés troisième et que c'est du LFI RN en face. Au profit du RN. Donc ça n'a pas de sens ce qu'elle dit. Ça n'a pas de sens, parce que s'ils se retirent dans cette configuration triangulaire avec LFI premier, RN deuxième, macroniste troisième, s'ils se retirent, c'est au profit de qui? C'est au profit de LFI? C'est au profit du RN, ça dépendra de leurs électeurs. Donc ce truc d'appeler à faire un barrage républicain de machin bidule, ça n'a aucun putain de sens quand tu sais comment fonctionne le désistement républicain dans le cadre de municipal et dans le cadre de législative. Ce qu'elle dit n'a aucune valeur, c'est de la merde. Ah, ça m'énerve qu'elle soit aussi bête. Et que cette ligne-là, elle doit partout être tenue par nous, évidemment, sur la force centrale. Je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que le PS doit clarifier et ne doit en aucun cas faire la moindre alliance, la moindre fusion, parce qu'il n'y a pas des circonstances locales qui le justifient si on considère que c'est une question de principe. Et je dis que pour le Rassemblement national, s'il y a un risque de faire élire LFI, si LFI est l'ennemi comme il le revendique, alors qu'eux aussi soient cohérents, que chacun fasse le ménage, en fait. D'accord, mais à ce moment-là, vous aussi, vous devez être cohérent et vous devez vous retirer au profit du Rassemblement national contre LFI en cas de triangulaire. Pourquoi elle ne le dit pas, ça? Parce que ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Elle fait que dire de la merde et être totalement incohérente. Merci beaucoup à tous les cinq. On verra ce qui se passe demain. Ça m'a énervé, là. Cette réunion qui est prévue à l'Élysée, hein, c'est ça avec Après ce gros train de la hype sympa avec de la bonne musique, là, retourner sur Aurore Berger instant. Quelle horreur, hein. Macron, merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. Tout de suite, l'invité de 60 minutes, c'est lui qui, le premier en France, avait parlé des deux gauches irréconciliables. C'était en 2016. Il y a 10 ans, bien avant la NUPES, le NFP, bien avant surtout la mort de Quentin. C'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui nous rejoint. Et c'est non. On va s'arrêter là. On va s'arrêter, évidemment, là, je ferme l'onglet. Donc j'avais plein d'autres petits extraits de tout le monde qui chie sur la France insoumise, mais là, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Voilà, c'était bien avec Aurore Berger. Bon react, je pense que c'était bien. Voilà, mais Manuel Valls, c'est déjà un peu plus cohérent, entre guillemets, qu'Aurore Berger, parce que lui, il dit ça. On dit aujourd'hui en France, en 2026, ni... Allez, juste un tout petit coup de Manuel Valls pour finir, juste une minute. On parle de deux partis qui, à eux deux, font pas loin de 50% des voix aux dernières élections, et peut-être, sous réserve, on est encore loin, mais voilà. Et donc, il y a une probabilité qui peut exister, c'est que ces deux partis se retrouvent face à face. Oui. Au second tour de la prochaine élection. Le fameux Mélenchon-Bardella, auquel tout le monde pense, parce que c'est une vraie possibilité, mais c'est quasiment la plus plausible en réalité. Donc effectivement, et un an avant, ça commence déjà à se poser des questions de manière généralisée sur l'éventualité du second tour Mélenchon-Bardella. Je pense que c'est quasiment l'hypothèse la plus plausible. Présidentielle. Donc si on dit ni LFI, ni RN, on fait quoi dans un second tour Mélenchon-Bardella ou Mélenchon-Le Pen? D'abord, il faut éviter ce scénario. Mais si ça arrive... Oui, mais c'est pour ça que les acteurs... Oui, mais... Voilà. Pour l'instant, il se comporte exactement comme Aurore Berger. Il dit bah non, il faut éviter ce scénario. Bon, okay. Ce scénario, ou ce questionnement, c'est pas votre cas, bien évidemment, mais il consiste tout simplement à dire que Jordan Bardella ou Marine Le Pen seront élus. Je veux dire, tout le monde le sait. Le meilleur candidat... monsieur peut prédire l'avenir alors. Bon, bah ok. Le meilleur candidat, moi je voterai blanc. Le meilleur... Voilà, au moins il a l'honnêteté, contrairement à Aurore Berger, de dire il faut pas que ça arrive. Si c'est ça, ça sera probablement le RN. Mais surtout qu'il dit, le problème avec un second tour Bardella-Mélenchon, c'est que si ça arrive, Bardella, il va gagner. On le sait tous, donc il faut l'éviter. Mais à côté de ça, il dit, moi, je voterai blanc dans tous les cas. Bon, bah alors tu t'en bats les couilles d'éviter Bardella président. Le candidat pour le Rassemblement national, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Salut qui Aline porte Tozerg, non ça va seulement le risque de la victoire du Rassemblement national, c'est aux Français de choisir, mais de tensions inimaginables dans notre pays. Parce que c'est ce que recherche Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement qu'il ne sera pas élu face au Rassemblement national, mais il sait que les tensions, et nous le voyons bien dans le débat politique, le passage à l'acte, la violence qui peut aujourd'hui s'imposer dans notre débat démocratique, qui menace la paix civile, tout cela, évidemment, le favorise à travers ce second tour. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? J'ai décroché sur la fin. Enfin bref, de toute façon, j'ai dit on va pas regarder Manuel Valls. Il est de quel bord maintenant, Valls? Il est macroniste. Donc il est de droite. Hein. Voilà. Sa texte c'est JLM égale accélérationniste. Oui. Enfin, c'est juste qu'encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début là. Il y a des grandes forces historiques qui agitent la période. Voilà, il y a des vagues de fond sur la base du rejet des centristes qui nous gouvernent depuis 50 ans, quoi. Et donc, est-ce qu'on va aller plus du côté socialiste au sens propre de la terme ou du côté plus extrême droite? Ah, normalement, ça va être socialisme ou barbarie. C'est le nom d'un magazine, c'est le nom d'un journal communiste de Castoriadis dans les années 70. Socialisme ou barbarie? Bah, à un moment donné, il va falloir choisir. Hein. Parce que l'extrême centre, il est voué à fondre. Voilà. Gros, t'as perdu des primaires contre le très nul Benoît Hamon avant de trahir et de retrahir tout le monde pour te placer. Tes leçons de strat politique. Bah ouais, c'est Manuel Valls. Hein, Je ne sais pas ce que c'est que le super C'est Manuel Valls, tout simplement. Merci Napidawise pour ton 16e mois. Merci beaucoup. Let's go. Bon, bah voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour à peu près de cette séquence. Si vous regardez la VOD, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez d'Aurore Berger et de tout ce qui est en train de se passer politiquement, là, cette inversion appelée à faire le barrage républicain contre LFI avec le RN par les macronistes au pouvoir. C'est quand même une zinzinerie ce qui se passe, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous, bien sûr.